fait. Oui, pas empathique. Bonsoir à tous et à toutes, enfin à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ici ce soir. C'est le premier salon qu'on organise avec notre ASBL, le salon Feel Good. Cette conférence, ce sera, le thème c'est la vie et la mort nous font peur. On va aller plus en profondeur après. Hein. Ce que je voulais d'abord, c'est dire 2-3 mots sur Gérald et 2-3 mots sur Frédéric, les présenter parce que tout le monde ne les connaît pas. Oh, on va faire succès parce que sinon on va déjà en avoir pour 1 heure pour chacun. Ça va faire long, hein. Alors Gérald, j'ai fait un résumé de quelques lignes. Hein. Donc il est attiré depuis son plus jeune âge par la spiritualité, plus ou moins vers 3 ans et demi. Ce qui l'amène très vite à des lectures de grands maîtres. Il a ensuite commencé la pratique du yoga et de la méditation. Il a toujours été inspiré depuis tout petit. Alors il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Tout est là. Là. Oui, c'est là. Voilà, on va faire aussi succès. C'est succès. Pour Frédéric. Donc Frédéric, il a fait une expérience de mort imitante en 2009. Suite à cela, sa vie a basculé et changé complètement. Il devient par la suite potier céramiste et magnétiseur. Il est l'auteur aussi d'un livre qui s'appelle « Et leur venue, plus personne ne se posera la question, qu'y a-t-il après ? » Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment pouvoir poser vos questions, parce qu'ils sont là, c'est vraiment à profiter. Ça doit être un flux, c'est pas que eux qui vont parler. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir avoir cet échange. Ouais, c'est pour ça que vous êtes là. Et vous allez vous apercevoir que 2 personnes qui ont des vies et des parcours très différents vont arriver au même résultat, à la même conclusion sur la vie. Donc on parle de la vie ou de la mort, vous allez voir avec vos questions ce que ça va vous amener, ce que ça va résonner en vous. Alors moi je vais poser la première question. Qu'est-ce que ça vous invoque si je dis la vie et la mort vous font peur? Waouh. Il y a une autre question. Vas-y. Je vais dire la même chose. Voilà. Donc vous allez vite comprendre en fin de compte que tout ça c'est simple. Je crois qu'on a les 2 bonhommes là devant vous à vous expliquer qu'il faut vraiment arrêter de se poser des questions sur tout un tas de choses et vivre ça le plus simplement possible. Donc c'est pour ça aussi qu'on veut ce soir avoir vos questions, parce qu'on pourrait vous en raconter tout un tas de choses, moi de mon côté, lui du sien. Et on en a échangé un petit peu tout à l'heure en disant, bon, nous, de notre côté, on s'ennuie un petit peu à raconter nos vies ou nos expériences. Par contre, à travers vos questions, ce qui va être intéressant, c'est que tous les deux, on va pouvoir répondre bien plus précisément que si on avait été tout seul. Ouais. Donc voilà ce que ça nous invoque. La vie, la mort, en fait, c'est la même chose. Enfin, pour nous, en tout cas, il n'y a aucune différence. Il n'y a rien qui s'arrête, il n'y a rien qui commence. Enfin, je sais pas si Oui. tu valides ça aussi. Je valide. Et voilà, donc ce que moi, en tout cas, je souhaiterais ce soir, c'est vous enlever le plus possible de peur et d'angoisse par rapport à la mort, parce que la mort, vous avez compris, c'est mon côté. Et vous faire comprendre qu'en fin de compte, ça ne sert à rien d'avoir peur de tout ça. Et pour vous permettre de vivre ce que vous avez à vivre tous. Voilà. Et on va pouvoir, j'imagine, clairement vous expliquer comment vivre correctement sa vie. En tout cas, on va essayer. On va essayer. Donc voilà un peu l'idée de la causerie de ce soir, comme tu l'as identifié.
Donc si vous avez déjà des questions, ça serait À vous la parole. à vous la parole en fait. Moi, j'aurais la première question. Je me suis retrouvée dans un rêve, je ne sais pas si c'est un rêve ou une réalité, devant une énorme porte scintillant, pleine de strass, de toutes les couleurs magnifiques, que j'avais envie de pousser. De l'autre côté, je voyais ma grand-mère, un énorme festin, où tout le monde était assis et me conviait à leur table. Est-ce que j'ai approché la mort d'une façon ou d'une autre, ou est-ce simplement un rêve? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Alors, c'était pas simplement un rêve. En fait, on a la capacité toutes les nuits, ça touche tout le monde, hein, c'est pas spécifique à des gens. Après, il y en a pour qui c'est plus simple et plus facile à faire, mais on quitte tous notre corps la nuit, c'est-à-dire qu'on emprunte en fait et on se sert d'autres corps, parce qu'en fait, on n'a pas que le corps physique, d'accord? Corps astral, corps mental, corps éthérique, etc. Et principalement pour aller sur ces plans-là, pour rencontrer des gens avec qui on a vécu, incarné ou pas, ça dépend. Là, c'était ta grand-mère. Oui. Donc là, il y a une rencontre, c'est-à-dire qu'il y a un échange qui se passe dans le plan dit astral, on va le dire. Ça s'appelle comme ça, enfin, généralement c'est le nom qu'on lui donne. Et il y a eu un véritable échange. Et en même temps, comment je pourrais dire, t'étais triste, mais c'est pas de la vraie tristesse en fait, parce que c'est une retrouvaille si tu veux. Tu retrouves ta grand-mère et il y a un véritable échange. En plus, c'est symbolique, hein. Il y a une table, d'accord, avec de la nourriture, c'est ça, si j'ai bien compris. Une porte avec des paillettes, des choses très brillantes. Donc c'est une vraie invitation, mais c'est pas une question de vie ou de mort, c'est simplement une rencontre, mais qui se passe sur ce plan-là, avec un échange. Et c'est un véritable échange, c'est-à-dire qu'il y a une communication entre vous. Donc vous êtes en contact. Et je n'ai pas compris Ah le oui. message. Oui. Est-ce que je dois pousser les recherches? Est-ce que je dois essayer d'aller... Alors, ça dépend de l'élan que tu as dans ton cœur. Ça dépend ce que ça te dit ici. En fait, moi, je fonctionne avec l'élan du cœur. Si l'élan te dit d'y aller, tu vas plus loin. Alors, tu vas, je sais pas, des gens qui vont te permettre de faire le pont, la passerelle, je sais pas, des médiums, des gens comme ça. Et tu vas, si ça résonne en toi, si ça résonne pas et que tu as pour l'instant une appréhension, une crainte ou une peur, tu laisses faire la nuit. À nouveau, tu la reverras probablement. Et à nouveau, il y aura cet échange, mais il ne faut pas du tout avoir des craintes ou des peurs. Hein, il n'y a rien de grave là-dedans. Hein. C'est simplement une communication. Pour l'instant, tu n'as pas encore décodé. Ça va venir, hein. Il n'y a pas de souci à avoir, ça va venir, c'est en route. Donc si tu as peur, tu ne communiques pas. Si tu n'as pas de peur ou que tu as une curiosité, tu y vas. La peur, ça peut t'arrêter aussi. Exactement. Ok. Voilà. Merci. Petite question. Je discutais hier avec Genaël, qui a fait aussi une sortie, une expérience de mort imminente il y a quelques années. Et dans la discussion, il disait il a rencontré la non-dualité, on va dire ça comme ça, pour mal le dire, quand il a fait son expérience. Et ben là, je ne vais pas relever ce moment précis, mais ici, finalement, qu'est-ce que c'est pour vous deux, cette non-dualité que l'on rencontre dans le monde astral? Pourquoi est-ce qu'on ne le rencontre pas nécessairement ici? En quoi est-ce que c'est? Parce que lui, ça lui a permis de progresser vers l'éveil complet d'ailleurs. On nous dit d'ailleurs que c'est pas là que ça se fait, c'est surtout dans le monde incarné. Mais pourquoi est-ce qu'on rencontrerait dans l'astral plus la non-dualité qu'ici? Parce que dans la matière, en fait, le but, il est de venir expérimenter les choses. Ouais. C'est uniquement ça qu'il faut comprendre. Moi, ce que j'ai compris de tout ça aussi, c'est que tout est écrit. Et on vient expérimenter ça sans le savoir, sans s'en rendre compte, sauf pour certains, qui vont être un peu plus éveillés ou non, enfin, en tout cas, ouverts à tout ça. On a des ressentis plus ou moins. Voilà. Et c'est presque un jeu, en fait, l'incarnation. Alors, un jeu un peu pervers. Et voilà, mais c'est un jeu. Enfin, c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est-à-dire que si votre énergie, quelque part, vient chercher ça aussi. On passe du calme à la tempête. Mais c'est ici qu'on vit la tempête.
souvent les gens parlent, quand on parle de l'au-delà, il y a toujours le paradis et l'enfer qui reviennent. Eh ben, quelque part, si on doit mettre des mots sur les choses, parce que tu disais aussi c'est comme ça qu'on verbalise, moi ce que je pourrais vous dire ce soir, c'est que le paradis effectivement il est de l'autre côté, là, parce que tout le monde parle de blanc, de bien-être, elle parle d'une porte scintillante, de repas, enfin, c'est des contacts qui sont assez sympathiques, fluides, enfin voilà, bienveillants. Et l'enfer, c'est ce qu'on vit ici. Mais alors même si c'est dans la joie et dans la bonne humeur, il y a toujours des petits tracas, des petites choses comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et alors du coup, l'ego, au niveau astral, il n'est pas présenté là, il est, Ben, quand il est resté dans le corps physique. Oui. Quels sont les corps qui se baladent dans l'astral, on va dire ça? Moi dans mon expérience, en fait, ce que je peux vous ramener, quand j'ai été de l'autre côté, j'ai même oublié le simple fait que j'étais un homme, un père de famille, enfin voilà. Donc du coup, je vous laisse imaginer tout ce qui s'envole derrière. Il n'y a plus que mental, alors il n'y a plus le blabla, c'est ça. Le mental, il n'y en a plus, heureusement. Voilà. Et c'est ce que je dis en fait. Le mental, c'est le cerveau. On a mis une importance incroyable dans le cerveau. Mais moi, dans ma compréhension, c'est une énergie qui vient donc être filtrée par le cerveau qui va faire fonctionner le corps. Voilà. Mais c'est très limité. Et c'est justement ce choc que tous les expérienceurs peuvent avoir, c'est quand on sort de tout ça, ben c'est incroyable, c'est comme si on vous ouvrait les yeux, quoi. Alors qu'on a passé nos vies les yeux fermés. Donc dans des capacités incroyables qui ne sont pas juste là aujourd'hui. Mais on a tous, en tout cas, les mêmes armes, la même énergie. Sauf que pour certains, ben, ça va fonctionner différemment. Et donc tout ça, ça se lâche de côté homme, femme, j'ai envie de vous dire même blanc, noir, enfin voilà, tous ces trucs-là. Pourtant, madame ici, qui parlait de sa grand-mère, Ouais. moi aussi, personnellement, j'ai déjà rêvé de mon grand-père, je suis sûr maintenant de l'avoir vu, je l'ai reconnu. Donc on voit quand même des personnages. Oui, on les voit parce que chaque chose doit être identifiée en fait. Enfin, en tout cas, il y a une manière de l'identifier. C'est les Amérindiens qui disent que en fait, chaque vie est une facette. Et si on a eu 10 vies, en fait, pour reconnaître la 5e, vous aviez une image ou voilà. Donc il faut bien qu'on puisse, si vous voulez, il y a plein d'expérienceurs qui vont ramener en fait le souvenir d'avoir été en présence d'un être lumineux. Alors, ils ont pu identifier que c'était masculin, pas féminin, voilà, mais pas précisément de visage ni quoi que ce soit. Et donc c'est quand même déjà quelque chose. Après, s'il avait été creusé un peu plus, comme on vient d'expliquer tout à l'heure, il y aurait eu des précisions un peu plus justes. Mais moi j'étais en présence de mon grand-père pendant mon expérience, et c'est bien mon grand-père que j'ai vu, enfin que j'ai vu. J'avais pas des yeux pour voir, mais c'est bien son image en fait qui m'est apparue, parce que c'était ça, enfin c'était juste que ça soit cette image pour que je puisse rapidement comprendre aussi un petit peu ce qui se passe. Alors là, je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est clair comme de... Non mais voilà, c'est vraiment comme ça. Et tout ce qui nous tracasse là aujourd'hui, ici, je vous prie de croire que dès que vous sortez de votre corps, c'est vraiment... D'où la difficulté aussi de revenir. Voilà, il y a en face de moi aussi une expériencieuse. Je ne sais pas, d'ailleurs on n'a pas fait le check de savoir s'il y avait d'autres personnes dans la salle qui avaient vécu cette expérience. Ah d'accord, ok. Vous en avez déjà parlé ou Non, c'est la première fois que je vais en parler. D'accord. Et c'est souvent ce qui se passe aussi. Et on se rend compte que les gens n'en parlent pas. Et c'est un choc vraiment terrible. Enfin, vous pouvez confirmer peut-être, je ne sais pas si vous avez des souvenirs, en tout cas de ce qui s'est passé. Et quand je reviens, c'est terrible. Enfin, bon, pour moi, la vie là aujourd'hui est terrible. Si je vous dis ça, vous allez tous partir en comparaison à ce que j'ai vécu de l'autre côté, si vous voulez. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde veut rester de l'autre côté. C'est quand même un signe. Hein. D'accord, maintenant on revient pour X ou Y raison, ou pas, mais à savoir aussi que ce n'est pas un choix. C'est-à-dire que moi j'ai voulu revenir parce que dans mon expérience j'ai revu mes enfants et quand je les ai revus, j'ai repris conscience que j'avais des enfants, donc avant voilà. Et pareil aussi. Oui. Voilà. Donc je suis revenu pour ça.
Mais sinon, j'avais envie de rester là, forcément. Et je connais des expérienceurs qui n'ont jamais voulu revenir, et ils sont là aussi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que souvent, moi, on me dit en sortie de conférence, oui, ben, mon mari est décédé ou quoi, donc ça veut dire qu'il ne voulait pas revenir. Ah, j'ai dit non, c'est plus compliqué que ça, en fait. Moi, j'ai voulu revenir, donc je suis revenu, mais même si je ne voulais pas revenir, je serais revenu. Pourquoi? Parce que mon corps, de toute façon, avait la capacité de nouveau de récupérer mon énergie, et j'avais des choses à finir, en fait, et à faire. Voilà. Ça, c'est vraiment aussi comprendre ce temps. Il y a un début, il y a une fin. Pour ajouter un truc par rapport à ce que disait Olivier, oui, il y a toujours sur les plans subtils, effectivement, la présence égotique, en tout cas sous une certaine forme, qui n'est pas forcément perceptible, parce que ça prend des formes différentes, hein, c'est adapté à chaque plan. Mais pour chaque plan, en fait, il y a un corps précis. D'accord ? Sur l'astral, il n'y a pas un corps mental, c'est un corps astral. Sur le plan mental, c'est un corps mental, etc., etc. Et la non-dualité, effectivement, on peut quand même la découvrir en n'ayant plus d'enveloppe charnelle. Ça peut arriver, c'est très rare, mais ça arrive. D'accord ? La preuve, voilà. En tout cas, ça lui a mis le pied à l'étrier, donc ça peut arriver. C'est pas que dans la grande majorité des cas, c'est dans l'incarnation qu'on réalise sa vraie nature. C'est pas de l'autre côté, mais ça arrive. Il y a des exceptions, et d'ailleurs les enseignants, entre autres soufis, indiens et tout ça, le disent. Il arrive qu'exceptionnellement les choses se mettent en place comme ça. Alors, dernière chose, le plan astral, c'est bien, ok, d'accord, c'est super d'en faire l'expérience, c'est génial, ils vont découvrir plein de choses. C'est une énergie en plus extrêmement malléable, c'est-à-dire qu'elle prend la forme que vous souhaitez dans l'instant, sauf qu'il faut être très vigilant parce que c'est très séducteur, d'accord, et qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté ça, qui en ont fait aussi quelque part, j'allais dire, c'est leur chemin de sensibilité, et qui sont restés dedans. Et du coup, on reste vraiment sur ce plan-là, et on ne va pas plus loin. C'est pas que c'est négatif, c'est que à un moment donné, ça devient un écueil, on s'enferme dedans. Okay, c'est simplement une expérience. Il faut vraiment que ça s'arrête là, c'est pas une fin en soi. Justement, c'est pas une fin en soi. Pierre témoigne toujours quand il parle de cette sortie de corps qu'il a fait. Il a mis d'ailleurs plusieurs années avant d'y arriver. Et quand il en parle, il dit, enfin moi il m'a un jour parlé, il m'a dit oui, le fait d'avoir fait cette sortie de corps, aller se balader là-bas, c'est sympa, ça lui a permis juste de comprendre que la mort n'existe pas. Exactement. C'est tout. Ben, c'est pour ça. Après il a arrêté, il dit bon, je fais ça. Et même à quel point, moi, on m'a toujours demandé si j'avais déjà essayé de faire des sorties de corps et des choses comme ça. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Ben oui, bien sûr. Aucun intérêt. Pour moi, hein, parce que je sais que bon, bah, je peux aller me promener, effectivement, voilà. Quel but voilà. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas une fin en soi. Par contre, le jour où je débarrasserai le plancher, on va dire, là, j'irai avec plaisir. Voilà. Mais c'est assez, oui, l'expérience est intéressante, mais maintenant, ça s'arrête là. Et vous ne croyez plus à la mort, du coup, depuis J'avais très peur de la mort. Hein. Et maintenant Jamais hospitalisé de ma vie, rien. Ben, je vous dis maintenant, je peux y aller tout de suite là. Okay. Si vous voulez. Souvent, ce que je dis, c'est la vie qui veut. Voilà. Pas. J'ai une conférence à finir, voilà. Je peux aller jusqu'au bout des trucs si on me laisse le temps. Mais j'aurais pas de frustration ou de peur par rapport à tout ça. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, depuis 2009, ça n'a pas été complètement juste depuis 2009, mais ça fait quand même déjà bien 8 ans, je vis ce que je veux vivre. Et tout ce qui se passe, je peux le saisir, je le saisis, je le prends, voilà, et ça m'appartient, et je me fais mes expériences, et sans aucun regret. Et j'ai compris qu'en fin de compte, il faut aller à la mort sans regret. Donc, alors on va me dire, mais c'est un peu compliqué tout ça, mais pas plus que ça. Je décide de faire les choses, je les fais, je ne les justifie pas. Hein. Ça peut être n'importe quoi aussi, mais c'est ce que j'ai envie de faire, donc je vais le faire. Et puis si je ne veux pas le faire, je ne le fais pas. Et là, dans cette dynamique-là, ben, du coup, vous dites, ben, voilà, si on se repose, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Là, pour l'instant, à part finir la conférence, on va pas faire. Parce que du coup, c'est maintenant et c'est comme ça. C'est ce qu'on parle tout le temps. Maintenant. Ce matin, je suis arrivé hier soir, j'avais fait
5 heures de route, j'étais un petit peu fatigué, les yeux un peu comme ça. Là, on me dit, ah, ça va pas trop, tout ça. Je dis, oui, bon, on va se reposer. On me croise de nouveau ce matin. Ah, ben, on a l'air d'aller mieux. Voilà. Ben, j'ai pas envie d'être ailleurs. Voilà. Et cette sortie, justement, 2008-2009, on ressent plus cette temporalité. Donc, du coup, c'est fini complètement. Il n'y a plus de dualité parce que c'est la temporalité qui crée cette sensation de séparation, d'être. On compare un événement avec un autre, c'est toujours dans le temps. Et puis, il y a des choses qui se passent vraiment. Enfin, je dis, si on pouvait ramener simplement un millième de seconde de ce que j'ai pu être amené à vivre là-bas, personne ne pourrait l'intégrer dans sa tête. C'est puissance 10 000, quoi. Hein, c'est ça. Tu vois qu'on se coule la tête comme ça. Oui. Et c'est rien de dire. Et c'est pour ça, des fois, moi, quand je raconte, j'aime pas trop dire, voilà, c'était blanc, c'était lumineux, voilà, bon, tout le monde sait ça. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, si je vous dis l'environnement était blanc, et alors dans vos têtes, il y a des choses qui se passent, il y a des images. Je suis sûr que si on pouvait brancher une imprimante sur votre tête pour sortir les images, c'est même pas ce que je suis en train de vous raconter. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Mais voilà, donc verbaliser les choses, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on attend. On l'a pas fait exprès, on s'est regardé même sur une question. Ouais, voilà. Question suivante. Enfin, c'est un peu ça. Quand on est en face, quand on est voilà, normalement, il n'y a rien à se torturer. Peut-on vivre une expérience de mort imminente sans avoir des images? Je prends mon cas, j'ai été victime d'un grave accident de voiture. Je suis au volant, je me réveille, je suis dans un lit, dans un hôpital. Entre les deux, je ne sais ni ce qui s'est passé, ni combien de temps s'est écoulé. Je n'en ai aucun souvenir. Pour moi, c'est une période de ma vie qui a complètement disparu. Peut-on l'assimiler à une expérience de mort imminente ou pas? Alors, qu'est-ce que vous en avez ressenti après? C'est ça qui est important, parce que j'ai un collègue d'expérience qui lui raconte une expérience. Il se sentait tomber comme dans un tunnel, mais tout était noir. Ben donc il tombait dans un... Je n'ai rien ressenti entre le moment et mon réveil. Je n'existais plus, le temps n'existait plus, il n'y avait plus rien. Mais justement... Aucune sensation, aucun ressenti. Oui, donc c'est un trou. Un trou, voilà, un trou dans ma vie. Mais est-ce que ça a modifié quelque chose chez vous? Enfin, Ma vision de la mort. Comment? Ma vision de la mort, beaucoup plus sereine. Ah, voilà. C'est ça. Donc je peux assimiler ça? Bien sûr. Oui. Ben oui. Sauf que, alors ce qu'il faut savoir, c'est pour être un expérienceur de mort imminente, il y a deux choses. Il faut la faire, et puis la deuxième, il faut s'en rappeler. Et s'en rappeler, c'est pas bien compliqué, mais en fait, le cerveau, quand il ramène des souvenirs, des images, il va faire le tri. Et tout ce qui est déjà un petit peu surnaturel, incroyable et tout ça, je vous prie de croire qu'il va le mettre de côté. Alors, il ne va pas l'oublier. C'est pour ça qu'on cherche à faire ces expériences-là, justement, sous hypnose, pour ramener un peu les gens dans leur expérience, pour essayer de voir un petit peu s'il y a des choses qui peuvent en ressortir. Mais le cerveau va vous dire, c'est pas possible. Moi, personnellement, ça a commencé sur la table d'opération. J'ai fait des cercles comme ça. Je n'avais plus de corps, hein, mais je sentais que j'étais assis. Et j'ai fait des cercles comme ça jusqu'à frôler le mur là qu'il y a sur la droite, et encore de plus en plus large, et passer à travers. Et voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Ça, c'est un souvenir qui a été vérifié, confirmé. Enfin, voilà. Il y avait bien une cuisine là où je l'ai expliqué. Enfin, voilà. Donc ça, ce souvenir-là, mon cerveau, il a un peu moins de mal à le garder. Maintenant, il y a tout un tas d'autres choses pour lesquelles, comme il n'y a pas de confirmation ou de vérification, c'est un peu compliqué. Donc, il y a bien souvent derrière les conférences, là, ça se trouve, on va voir le cas ce soir, il y a des gens qui viennent nous voir en disant « Ah ben oui, mais moi je vous ai entendu parler, j'ai vécu un peu ce truc-là. Est-ce que vous pensez que... Voilà. » Et après ça, en fait, la question, elle vient tout de suite derrière, qu'est-ce que ça a fait chez vous? Exactement. Et ça modifie forcément ça a modifié mon rapport c'est obligé. par rapport avec la mort, oui, effectivement. Alors après, souvent on dit on devient meilleur. Enfin, c'est pas qu'on était mauvais avant. Hein. Ou alors moi j'étais très mauvais par rapport à ce que je suis devenu. Mais ça change. Enfin, en tout cas, notre perception différente des choses. Ce que je suis en train de faire devant vous ce soir, là, il y a 15 ans, c'était juste pas possible. Me raconter,
et puis vous écoutez avec vos peurs et vos stress ou vos angoisses, ça me... Ouais. Donc, c'est déjà par là où c'est changé. Mais si ça a changé votre vie, il y a de grandes chances que ça soit ça. Puis là, maintenant, avec ce temps qui est passé, quand tu en parles, ça fait quoi à l'intérieur? Simplement d'en témoigner. Oui. Voilà, on est OK. C'est quelque chose que j'ai vécu. Voilà, donc c'est OK. Ça ne me marque pas, ça ne m'empêche pas de continuer ma vie, mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais pris avec une certaine importance avant, qui maintenant n'en ont plus. Voilà, on est d'accord. Ça t'a fait passer une étape quelque part. D'accord, merci. Moi, il m'a fallu 20 ans pour l'accepter. J'ai senti que j'ai évolué. Mais là, maintenant, j'ai accepté. J'ai encore certaines craintes. Mais moi, en fait, j'ai vu mes enfants, à l'époque, qui n'avaient que 5 ans et 3 ans. J'ai vu leur vie rétrograder jusqu'à leur naissance. Et puis là, j'ai entendu on la perd. Et j'ai vu une lumière blanche avec un tunnel. Et là, quand j'ai entendu on la perd, je me suis dit oh non. Et j'ai senti vraiment, parce que j'étais partie, mon corps s'est vraiment soulevé. Et puis j'ai réintégré mon corps et je me suis dit j'ai une mission, j'ai mes enfants, je ne peux pas les laisser. C'est ça. Et là, le fait d'en parler, ben, je sens que tout se lâche vraiment. J'ai déjà fait un énorme travail, mais là, de pouvoir en parler C'est comme encore ça, mieux là. c'est encore mieux. Ah, tu vas me faire plus plaisir. Merci, merci. C'est tout à fait le but de l'intervention. Bah ouais, c'est fait pour. Ouais. C'est une libération. C'est maintenant, je sais pourquoi je suis là. Je suis vraiment une toute autre personne. Et mon entourage ne me reconnaît pas du tout. Parce que maintenant, je suis la personne que je veux être et que je suis Donc, maintenant, que t'aimes. ici et maintenant. Pas ce qu'on Que je voulait que je sois. Oui. Parce qu'on L'être a- que je suis, Oui, c'est ça. Celle que tu es vraiment. que je suis vraiment. Et ça perturbe mon entourage maintenant, parce que maintenant j'ai intégré, j'ai évolué. Et là, tout est en train de s'effondrer en fait, surtout mes enfants. Pourtant ils sont adultes, mais ils sont toujours à la maison. Et ma maman qui est là et qui me dit, mais non, tu es folle. Non, non, je suis bien. Il n'y a pas de problème, moi je vais très bien. C'est pas un état qu'on peut quand même atteindre sans avoir une expérience dominante. Je me pose cette question-là. Je pense qu'à un moment donné, quand on a conscience qu'on ne suit pas le chemin de son âme, que ce soit par diverses expériences, que ce soit même la mort de proche, sans vouloir du tout dénaturer l'expérience des autres, mais je me posais cette question-là parce que je pense que dans notre vie terrestre, on est quand même tous amenés à un moment donné à vivre des choses difficiles, qui par moments nous donnent aussi une vision de ce qu'est la vie et de ce qu'est l'après-vie, notamment quand on perd un être cher et que je pense que si on est là un peu tous, c'est qu'il se passe des choses peut-être un peu par rapport à ça. Mais il y a une autre conscience des choses. Est-ce que madame dit un peu d'avoir un peu, de vouloir vivre la vie qu'on a toujours voulu mener, en fait d'écouter un peu le chemin de son âme, quoi. Enfin un peu, beaucoup, c'est quand même idéal. C'est pour ça qu'il y a à la base, quoi. Mais, Oui, on peut le vivre autrement, on peut découvrir ça vraiment autrement que... Je me dis, j'ai quand même pas Non, mais c'est ça. Non, mais pour clarifier un peu les choses, ça c'est une expérience que certains vont vivre, et c'est par là qu'ils vont pouvoir conscientiser les choses. Et il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire des morts imminentes pour conscientiser. Bien sûr, c'est pas tout le monde. Mais oui, je me questionne par rapport à ça, parce que précisément, j'ai perdu mon papa il y a un mois, et mon frère il y a 3 ans. Ouais. Et mais depuis toute petite, je ressens vraiment des choses. Et là, en fait, c'est 2 décès qui m'ont vraiment fait voir les choses de manière complètement différente. Pas parce que, oui, bien sûr, dans la télé, on prend conscience que tout peut se terminer du jour au lendemain, mais quand tu te sens connecté à l'âme, que la personne n'est plus là, tu te dis quand même, il y a quand même un truc là qui. Enfin, même si je pense que j'en ai toujours conscience, mais du coup, par rapport à ça, je me demandais quelle est la différence en fait, entre le voyage astral et le rêve lucide. Et est-ce que c'est possible de faire un voyage astral en étant en état de méditation?
Bien sûr. Bien sûr que oui. Ah, Bien sûr. voilà. En méditation, les expériences, elles sont infinies. Complètement. Donc on peut faire une multi... D'ailleurs, il y a plein de yogis qui ont décrit ça très précisément dans des bouquins, et certains qui ne sont même pas traduits, j'allais dire en français ou autre, qui sont uniquement en anglais ou en hindi ou autre. Et ils le décrivent très très bien. On peut vivre tout un tas d'expériences, d'accord, en méditation. Mais donc, du coup, le rêve lucide, alors, Oui. c'est quoi la différence avec le voyage astral? Alors, des fois dans le rêve lucide, on croit que c'est un rêve lucide, mais en fait, c'est pas tout à fait un rêve, c'est plutôt un songe, Ouais. parce qu'on reste conscient de ce qui se passe, et c'est très précis et très vivant, très vivace, d'accord. Mais ça peut être aussi des fois le rêve lucide ou le songe lucide, ça peut être aussi un voyage astral. Hein. Il peut y avoir une confusion à ce moment-là. Ah, ouais, ok. Oui, ça peut être aussi ça. Et pour revenir à ce que tu disais au début, effectivement, on n'est pas obligé de faire une expérience de mort imminente. Ça dépend des incarnés. Chacun vivra des choses différentes. Pour comprendre et vivre des choses et conscientiser des choses profondes, entre autres, comme tu parlais de l'âme, connaître l'âme, être connecté à l'âme, suivre ce que l'âme, en fait, à un moment donné, nous indique, etc. Déjà, pour dire tout ce que l'on dit là, les uns et les autres, c'est que derrière ça, il y a quelque chose qui observe tout ça déjà. Et ce qui est génial, en fait, c'est qu'on peut tous y arriver, mais de Exactement. Et là, tu vois, là, ça parle. Il semblerait que ça parle. Il y a quelque chose qui peut observer ça et qui permet que tout ça ait lieu. Et ça, par exemple, je ne sais pas, en Inde ou ailleurs, on appelle ça la conscience absolue, Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne. D'accord ? Mais on n'est pas obligé de passer effectivement par une mort imminente, mais c'est une expérience comme une autre. Ça fait penser à Fabato. Oui. Par le coup de magicien. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de monde pardon. D'accord. Après, tu pourras. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur, de deux choses super importantes, moi je trouve. Vous avez parlé de tout est écrit, et vous avez parlé de on vient pour expérimenter. Et donc c'est là vous touchez vraiment un concept qui pour moi reste peut-être un mystère ou sur lequel j'ai peut-être besoin de comprendre diverses choses. Et notamment, je fais un métier difficile dans lequel je vois beaucoup de violence, où j'ai vu beaucoup de violence. Et je vais prendre un exemple bateau que j'utilise pour que moi je comprends plus facilement des images. Un braqueur attaque une banque, d'accord, il va tirer, abattre plusieurs personnes, ou même plus qu'une. Et donc, une des personnes victimes qui tombe quelque part, tout était écrit, elle allait être abattue, d'accord, elle devait mourir, elle devait mourir. Ce qui veut donc dire que le braqueur, c'était écrit pour lui aussi. Et donc, j'ai du mal avec ce concept de si Dieu est amour, bienveillance, conscience universelle, appelez-la comme vous voulez la source. Donc, certains sont prédestinés à faire le mal. Je veux dire, Fourniret était venu pour faire tout ce mal. Alors que j'ai du mal avec le libre arbitre et j'ai du mal. Vous comprenez ce que je dis? J'arrive dans des concepts de fou, mais j'ai des questions extrêmement. Enfin, voilà, et peut-être que j'ai la chance d'avoir des personnes qui ont une autre vision, vraie, parce que moi, c'est peut-être ce que je cherche. C'est la vérité. Et donc, voilà, peut-être que vous pouvez éclairer notamment sur ce point. De ce que vous avez vu, lu, etc., et vécu. Compris. Tu veux y aller? Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort parce que je vois les gens qui sont en train de On va parler plus fort. Non, c'est parce qu'on s'endort. On va parler. Non, ça y est, on va monter le level. On y va. On est chaud. Quand je dis tout est écrit, notre âme, enfin, notre énergie, en fait, décide avant incarnation de vivre les choses. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire pour apprendre. Et c'est ce que je disais, il peut y avoir des victimes, des bourreaux. Alors, vous parlez de Fourniret et tout ça, je ne peux pas vous dire à 100% que ces gens-là, ils étaient vraiment destinés à être bourreaux, mais c'est possible. Moi, dans ma compréhension, c'est ça. Il y a des gens qui vont faire des choses affreuses et qui vont les regretter après, et il y en a d'autres qui ne regretteront rien du tout. Ceux-là, en fait, ceux qui ne regrettent rien, à mon avis, c'était là pour ça. Et la victime dont vous parlez, moi, dans ma compréhension, il y a une date de naissance et une date de mort. Et dans tout ça, en fait, la mort, en fait, aussi, elle va être décidée, enfin, elle est décidée, mais c'est nous qui la décidons comme ça. Ça peut être la maladie, la vieillesse, l'accident, justement, un assassinat, voilà. Tout ça, c'est prévu. Sauf que dans cette période-là, il y a ce que vous avez expliqué, le libre arbitre. Et ça peut t'amener à m'écarter de tout ça. Donc ça peut être différent pour certaines personnes. Je
qui m'explique aussi souvent, on considère le suicide un peu comme quelque chose de très négatif et tout ça. Pour certaines personnes, c'est juste. Et ça se respecte. Par contre, pour d'autres, ça l'est un peu moins. Pourquoi je peux me permettre de vous dire ça? Parce que il y a quelques communications médium qui ont été faites. C'est moi qui tenais le stylo, et enfin voilà, c'est mon expérience à moi. Hein. Et j'ai eu des gens qui étaient très bien, en disant, ben voilà, c'est génial, et j'ai arrêté ma vie comme. Enfin voilà, il fallait que j'arrête là, maintenant, et c'était comme ça qu'il fallait que ça se fasse. Alors peu importe si l'entourage est triste et tout ça, enfin voilà. Pour moi, en fait, c'était comme ça qu'il fallait que ça s'arrête. Et pour d'autres, en fait, ben, il y a un petit temps de truc à dire, mince, c'était pas vraiment, donc ce fameux libre arbitre, c'était pas vraiment là maintenant qu'il fallait que ça se passe. Mais bon, en l'occurrence, c'est fait, c'est fait. Voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions, parce que je suis en train de me perdre un peu dans les trucs. Non, mais en fait, quelque part, moi je comprends que finalement, certains sont donc prédestinés, ou c'est peut-être dans leur mission d'âme, dans leur mission de l'avenir, à être bourreaux. C'est ça. Sauf que moi, je ne veux plus jamais l'être, parce qu'on m'a déjà raconté des trucs sur le milieu antérieur, et j'en ai même parfois pleuré, enfin j'étais vraiment, je me suis dit, c'est pas possible, je n'ai pas pu faire de suite, soit, mais je ne veux plus, moi. J'ai du mal. Alors, donc, on est là, on se balade, évidemment, je schématise. Oui. Et puis on dit, allez, toi, tu tournes, elle est grand, et tu vas me faire un petit génocide. Vous voyez? Et alors, tu ne fais pas rien, parce que toi, c'est ta mission de grand, ça va? Vous voyez? C'est ça que j'essaie de comprendre. Est-ce qu'on peut être prédestiné à ça? Parce que je sais que si la lumière existe, c'est parce que l'ombre existe. Je sais que si le bien existe, c'est parce que si le bien est là, c'est parce qu'il doit côtoyer le mal pour pouvoir voir le bien. Si on connaît la soif, c'est pour connaître la satiété de boire. Donc je peux tout à fait comprendre que certains, que la douleur doit exister pour comprendre le bien-être. Okay? Et donc, est-ce que vous voulez dire par là que certains alors, sont prédestinés à devenir quelque part des bourreaux? C'est un peu ce qu'on leur demande de faire. Vous voyez? Je ne sais pas. Oui, non, mais je suis en train de devoir vous dire oui. Voilà, des gens qui ont décidé d'être. Enfin, je suis. Voilà. C'est décidé à l'avance. Et le libre arbitre, forcément, va venir là, nous dire bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. De l'autre côté, en fait, ça n'existe pas, ça bien, pas bien. Enfin, voilà. Moi, j'ai revu ma vie, en fait, voilà, pour être clair. J'ai grandi dans les quartiers, dans les cités, dans les choses comme ça. Je donne un exemple facile. J'ai 17 ans, je suis un petit peu foufou. En bas de chez moi, il y a un vélo d'une dame en fait qui vit seule avec ses 2 enfants, qui a déjà du mal à survivre. Je prends son vélo, je fais le guignol un peu avec dans le quartier, je le jette dans un coin et je m'en inquiète plus. J'observe ça. On va dire, voilà, j'étais quelque part voleur d'un vélo. Et de l'autre côté, on ne m'a pas dit que c'était bien, c'était mal, on a observé ça, parce que du coup, il y avait tout un chapelet de personnes, de ma famille, en fait, décédées, voilà, qui étaient là, et ils étaient en observation, et moi, je regardais, j'étais amené à juger ce que j'avais fait, mais moi, et personne d'autre. Quand j'ai vu ça, j'ai fait un petit peu, j'ai dit, wow, c'est pas vraiment génial ce que tu as fait. Surtout que j'ai vu que cette dame-là, en fait, ce vélo, elle avait un vélo parce qu'elle ne pouvait pas avoir de voiture. Et que quand je lui ai volé son vélo, elle était en retard au travail, c'était pas la première fois. Enfin, la cascade, en fait, que j'ai moi provoquée par rapport à tout ça, a amené cette dame-là à se retrouver au chômage. Et je me suis aperçu, en fait, de ce que ça avait fait chez elle, chez ses enfants, parce que du coup, il y avait aussi une répercussion chez les enfants. Donc vous voyez, tout ce que je suis en train de vous dire, ça part un peu, c'est le quantique qui explique ça, c'est presque une brochette comme ça. Moi j'ai juste pris un vélo, je l'ai mis en l'air, et je m'aperçois de tout, entre guillemets, le mal que j'ai pu être amené à faire. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, wow, mais tu avais sûrement autre chose à faire, quoi. C'était vraiment pas ça, en fait, que je voulais faire à ce moment-là. Moi, j'étais juste un débile de 17 ans qui faisait n'importe quoi, et j'aurais jamais pensé faire tout ce mal-là derrière. Et ce chapelet-là de personnages, en fait, j'appelle ça moi, le jugement, enfin, c'est vraiment... mais il n'y avait pas d'icône religieuse, c'était des gens de ma famille, des gens que je connaissais. Donc je disais, c'est pas juste ce que j'ai fait. Tout le monde m'a dit, en tout cas, c'était dans cette dynamique-là qu'on venait renforcer tout ça. On m'a dit, si tu l'as fait, c'est bien, c'est ce que tu voulais faire. Il n'y a aucun problème. Et c'est moi qui ai dû insister pour dire non. C'est pas ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire autrement. Et là, à ce moment-là, ben, du coup, je me suis placé devant quelque chose qui n'était pas génial. Et
j'ai un peu expié, ou je ne sais pas comment ça se passe, mais je me suis dit, après ça, moi, si en tout cas je reviens, je ferai sûrement différent. Enfin voilà, c'est un petit peu comme ça. Alors je vous donne cet exemple de vélo. J'ai tué personne, j'ai violé personne, c'est pas. Mais dans ces situations-là, si c'était pas juste, j'aurais été amené à le juger, mais c'est moi qui me juge. Et de l'autre côté, je peux pas dire c'est pas de ma faute, c'est la société qui veut que, ou voilà. Non, c'est moi, j'ai fait ça et c'est pas correct. Et donc là, je travaille ça. Enfin, c'est un peu comme ça que je ramène ça. Alors vous parlez de génocide, de trucs. Ça, c'est un personnage qui va mettre en cascade tout un tas de trucs. J'ai envie de vous dire que ce soir, le président de la France, il met en guerre je ne sais pas quel pays. Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'y aller. Et j'y vais pas. Donc voilà, c'est aussi un personnage qui n'est pas forcément puissant, mais qui va quand même réussir à embrigader tout un tas de gens autour de lui, qui veut faire que, voilà, il va se passer toute une cascade comme ça de choses. Je vous ai parlé d'un vélo, j'ai perturbé en fait émotionnellement et tout ça, une personne, la maman et ses 2 enfants aussi, voilà, qui ont peut-être eux-mêmes perturbé leurs enfants, enfin vous voyez un peu, juste sur le vol d'un vélo, d'un retard, d'un chômage, on nous laisse imaginer sur un acte un peu plus violent qu'un crime ou je ne sais quoi. Mais puisque vous dites qu'il n'y a pas vraiment de bien ou pas bien de côté, la forme de jugement c'est vous-même qui l'apportez, alors à la limite on s'en prend nous-mêmes. Non, parce qu'il n'y aura jamais de retour et de claque dans la gueule. Non, parce que par exemple, pour faire simple, et si vous voulez des images, quelqu'un qui là aujourd'hui maintenant dit je comprends pas les handicapés, ils me font chier, et on fait tout pour eux et machin et tout ça. Moi je vous mets ma main au feu que si vous revenez une fois, vous allez vous retrouver en situation de handicap, à voir que effectivement tout ce qui se fait autour de vous, c'est quand même pas mal, mais il n'y en a encore pas assez à faire. C'est pour faire changer les gens. Enfin, j'aime pas trop ça parce que ça fait. On parle du karma ou alors faut te prendre un coup de fouet parce que du coup t'as pas été forcément bon. Vous parliez de fournir et tout ça, c'est ok. Bon, ces gars-là, ils ont fait des trucs dégueulasses, c'est incroyable. Moi, je sais que quand ils vont partir et qu'ils reviendront, voilà, ils se transformeront sûrement en victimes de je ne sais qui ou de je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, ils vont vivre des trucs plutôt sympathiques. Parce qu'en fin de compte, c'est un équilibre. Et si je vous marche sur le pied, c'est à moi que je fais mal. C'est ça que j'ai compris. Et c'est pour ça que quand on revient d'une expérience comme celle-ci, plus fort, je pense à la gorge. Il me faut une bière alors. Non mais, dans le principe, en fait, moi ce que j'ai compris, c'est que si je vous marche dessus, c'est à moi que je fais mal. Alors on ne va pas dire bien mal, je ne sais pas, enfin après, moi c'est ça que j'ai compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très vigilant à tout ce que je peux être amené à faire et à dire. Parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre. Et si on était amené à vivre tous comme ça, mais je vous prie de croire qu'on serait vachement bien. Moi je souhaite mon expérience à tout le monde ici. Mais vraiment, le monde y changerait mais immédiatement. Mais je crois ça dans l'histoire de vélo, en fait, c'est parce qu'il y a eu malgré tout jugement, ou sinon cet acte était juste, puisqu'il t'a permis de voir qu'un acte avait des conséquences. Oui, exactement. C'était même pas mal de voler, et ça devait arriver parce que cette expérience était importante pour aller toucher que chaque acte que l'on fait a une conséquence. Là, en l'occurrence, c'était une conséquence négative. C'est vrai que je ne me suis pas complètement expliqué. Ou peut-être pas, parce que cette femme, en vivant cette expérience, a peut-être aussi été touchée d'autres choses, que si elle n'avait pas perdu son emploi, elle n'allait peut-être pas prendre conscience. Enfin, ce que je veux dire, c'est je pense quand même qu'il y a une justesse. C'était nécessaire pour en venir. C'est là où je voulais en venir. La plupart des âmes, en fait, pour pouvoir comprendre justement, tu parlais des notions, des concepts de bien et de mal, négatif, positif et tout ça, ont besoin d'expérimenter lors d'une incarnation. Tu en as vécu plein, j'en ai vécu plein, tout le monde en a vécu plein. Tous les aspects de la vie. Celles qui vont nous paraître terribles, horribles, et celles qui vont être, où on va être dans la négation, l'amour, la compassion, etc. Et il n'y a que comme ça qu'à un moment donné, on peut sortir le bon grain du vrai, comme on dit, c'est-à-dire conscientiser ce qui doit être vraiment fait, ce qui va amener une espèce de compréhension de l'harmonie, parce que ça peut être l'harmonie, toutes
les échelles, et ce qui ne va pas l'être forcément pour nous. Donc on doit expérimenter un maximum de choses, même des choses des fois qui sont horribles. Moi aussi, je me souviens de certaines antériorités à l'époque où ça remontait à la surface, je faisais des choses qui n'étaient pas terribles. C'est toujours de la marmotte. Mais je ne peux pas non plus, à un moment donné, je suis aussi maintenant, c'est-à-dire je vis là, maintenant dans cette incarnation, et je ne peux pas revenir tout le temps en arrière et faire et regretter tout ça tout le temps, et faire mon mea culpa et en souffrir encore plus, parce que je me rends compte, en étant beaucoup plus conscient, que c'était horrible ce que j'ai fait par exemple. On ne peut pas. Donc on essaye de revenir à maintenant, c'est ça qui est important. Et là, de redécouvrir qui on est vraiment, ça c'est beaucoup plus puissant, parce que là on règle les choses maintenant. On sait en tout cas que plus on est conscient, moins il y a certaines choses qu'on fera, et plus on fera d'autres choses par contre. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important que l'âme, elle passe par là. C'est important. Et en fait, les interactions qu'il y a entre toutes les âmes, ce n'est pas le fait du hasard. Toutes les âmes, elles sont en interaction. Elles sont toutes reliées en fait. Il y a un moment donné, il y a comme des filaments, là, des ponts, des passerelles, et je ne dirais pas que c'est juste ou pas juste. Hein. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement que tout est relié, et en fait, c'est dans un truc parfait. Ce qui arrive ici, en mal, en souffrance, en torture, en guerre, en massacre, bien sûr que c'est horrible. Sauf que le jour où tu quittes ton enveloppe charnelle, que tu as fini ta vie, cette existence, quand tu passes de l'autre côté, en fait, tu as une espèce d'analyse qui est totalement différente. Où tu t'aperçois que, oui, c'était horrible, oui, ça a fait souffrir plein de gens et tout ça, mais qu'il fallait quand même qu'on passe tous par là. Parce qu'on avait un truc à comprendre, mais vraiment un truc profond. Pas que le simple fait de se dire, il a torturé, j'ai été la victime, j'ai été le bourreau. Non, mais ça en fait partie. Il faut comprendre les choses, il faut les conscientiser les choses. Donc on est obligé de les vivre. Même si des fois c'est très très dur. Et c'est ce qui m'inquiète. Très dur. C'est qu'on a vécu déjà quand même pas mal de guerres, et on continue. Parce qu'on n'a pas compris tout. Pour la plupart, si, mais il y a encore un grand nombre qui n'ont encore rien compris. Mais voilà, c'est complètement injuste tout ça. Et c'est ça aussi qui fait mal en tant qu'expérienceur quand on vient. Pourquoi aller se taper dessus quoi. Vraiment, je rajouterai aussi un truc. L'identification extrême à cette enveloppe et aux choses qui nous entourent, c'est-à-dire les objets qui nous entourent, en fait, nous donne une vision limitée de ce qu'est la vie. D'accord ? La vie, elle est plus vaste que ça. Ça amène, à force de saisir tous ces objets qui nous entourent, on s'enferme dans quelque chose à un moment donné et on ne voit pas le reste. Donc ça limite, fortement notre vision, qui est en vérité, intérieurement, beaucoup plus vaste. Donc c'est important de dessaisir en fait les jugements, les critiques qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, déjà pour commencer, et vis-à-vis des autres, et essayer de comprendre plus en profondeur pourquoi il se retrouve là à faire du mal comme ça, pourquoi il a décidé à faire des guerres, pourquoi là on viole des gens, parce qu'il y a autre chose derrière ça. Ça peut paraître bizarre quand je le dis, d'accord ? Parce que moi aussi je suis passé par là, hein, quand j'étais gamin, je trouvais tout injuste. Hein, je ne dis pas qu'il y a un point, comme j'avais un tempérament un peu spécial, donc du coup, voilà. Et vite fait je me suis aperçu, mais attends, ok, un tel de ma famille, il est mort dans des souffrances horribles avec un cancer, mais pourquoi il a fait que du bien dans sa vie, tout ça, pourquoi c'est ça? Mais c'est pas normal, il doit y avoir un truc derrière, il y a un truc à comprendre, évidemment, à force d'avancer sur le chemin, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. C'était pas le simple fait du hasard, c'est pas il y a un Dieu quelque part, ou une conscience absolue qui décide de nous torturer, de nous faire vivre des choses comme ça. Non, il y a quelque chose de plus vaste. Et cette compréhension-là, on ne peut la trouver que ici, dans le cœur. C'est la seule façon. Sinon, tout le reste, ça nous amènera à une colère énorme, à pas comprendre ce qui se passe, puis à trouver tout injuste. Quelque part, c'est pas normal qu'il y ait des viols, des guerres, des massacres, des trucs. Et si on passe par là, au niveau du cœur, ça peut paraître un peu bêta, hein, mais en passant ici, ça transforme notre vision. On peut mieux accueillir les choses et mieux les comprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Le comprendre, c'est difficile à faire. Je suis d'accord. Parce que je ne suis pas tout jeune non plus, et donc j'entends bien ce que vous dites, mais quand j'essaye de me dire que c'est de la justice, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on vit, il y a certainement raisons derrière, mais est-ce que c'est dans la nature? Je ne sais pas. Et alors quand vous dites qu'il faut que ça passe par là, oui, c'est la seule façon. Je ne sais pas, alors je n'ai peut-être pas encore trouvé comment faire. Oui, et ça, je suis d'accord avec toi, parce que ça, ici, c'est pas évident, hein, parce que du coup, tu es obligé de mettre plein de choses de côté. Hein. Et ça, c'est le moins évident qui soit. C'est encore le plus simple, c'est de se laisser traverser aussi. Exactement. Parce que si tu freines tout ça, tu saisis ça, bon bah ça bouillonne encore. Voilà. Donc, oui, il faut l'observer, il faut le conscientiser.
en fait, ce qui se passe, c'est qu'on passe tout par le filtre de notre jugement en tant qu'humain. Oui. Et moi, la question que je me pose, c'est que quand on lit sur la non-dualité, qu'on s'intéresse à tout ça, on parle beaucoup de cette unité, de cet état de... Et pour... Ma question, c'est pourquoi, entre guillemets, on l'assimile au bien ou à l'amour ou à la lumière, ou dans le sens, si je suis ce que j'ai lu, là, je fais des hypothèses, hein, je suis pas mais ce qui me traverse, c'est de me dire, bon, bah, si tout est un, déjà, de un, je ne crois pas à la réincarnation, je pense qu'on est tous un, et que c'est juste une énergie qui s'expérimente à travers tout ce qui existe. Du coup, il n'y a pas de bien ou de mal, mais il n'y a qu'une énergie qui s'expanse dans une expérience totale de tout ce qui peut exister, de toutes les manières inimaginables et inconcevables, mais qui est tellement inconcevable pour l'esprit humain. Mais moi, c'est ce que je me dis. Alors du coup, évidemment, mais pourquoi est-ce qu'on assimile l'énergie divine ou de la source ou quoi que ce soit, entre guillemets, à l'amour? Je ne comprends pas ce mot. Ouais. J'arrive pas à percevoir et à comprendre le mot amour ou bien ou mal dans cet esprit. Là, je ne sais pas si je formule bien, mais il y a un truc que je comprends oui, pas. Mais tu sais, quand il y a identification, ce que je disais tout à l'heure, à ton incarnation, à un moment donné, tu places un langage, des mots, des termes, des choses comme ça. Bien sûr qu'à l'échelle de l'absolu, je comprends pas les mots. À l'échelle de l'absolu, il n'y a pas de mots. Donc c'est normal que tu ne les comprennes pas. Parce que là, tu es en train de parler au travers. C'est comme si tu passais à travers la conscience quand tu parles là. Tu vois, donc les mots n'existent pas. Donc forcément, ils sont futiles, ils ne servent à rien. Donc que ça soit bon ou mauvais ou autre, ça n'existe plus. Mais pourquoi on assimile l'éveil ou Dieu, tout ça, à l'amour? Ça veut dire quoi ce mot? C'est parce que les gens passent par des repérages pour pouvoir mieux se comprendre. En fait, ils passent par des chemins. Tu vois ce que je veux dire? Ça passe par des chemins pour qu'il y ait une compréhension, sinon souvent ça ne fonctionne pas, ils ont du mal. Et il y a des gens qui y vont direct. Eux, ils n'ont pas de problème, il n'y a pas besoin de mots. Tu vois, ça dépend des gens. Tout le monde n'a pas la même compréhension. Tu vois, tout le monde ne vit pas les mêmes différences pour aller au même but de ce dont tu es en train de parler. Et il ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer par le mental. C'est pour ça qu'il faut que tu laisses tomber le mental. Les mots ne me... Ouais, parce que ça passe pas par le mental, justement. Parce que là, tu es en train de parler de l'absolu. C'est à partir de l'absolu, de la conscience que tu parles. Oui, mais je voudrais bien comprendre ce que c'est l'absolu. Ben, c'est justement, c'est un mot, c'est encore un mot. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'expliquer à un moment donné. Tu vois, on peut pas... Quand je dis absolu, tu pourrais dire Dieu, tu pourrais dire conscience, peu importe le terme que tu mets, hein, ou la source. Hein? Ben, alors tu n'en prends aucun et tu vis pleinement les choses maintenant. Et tu rajoutes plus de mots. Et toi, tu vis ton expérience telle qu'elle est, ça. Non, mais quand vous dites que la mort et la vie, c'est la même chose, moi, ça me dérange parce qu'en fait, je voudrais mourir, pas parce que la vie est... Oui, oui. Je voudrais mourir parce que je veux comprendre. Et j'ai l'impression que notre petit cerveau humain de merde est incapable d'appréhender quelque chose qui le dépasse et ça me frustre parce que c'est ça que je veux. Mais tu veux que je te dise, là, c'est parce que quelque part, il y a encore une partie de toi qui fait des comparaisons. Il y a deux choses qui... Tu vois pas que ça fait comme une dualité? Bien sûr. Je suis dans la dualité. Non, mais en réalité, tu ne l'es pas. On est duel parce qu'on s'identifie aux objets et aux choses. Donc forcément, on est de la dualité. Et si tu laisses faire les choses plutôt que de poser tout un tas de questions, tu laisses vraiment... Je parlais tout à l'heure de se laisser traverser. En fait, c'est ça le truc. Tu te laisses simplement traverser par les choses et tu laisses faire. Observe simplement le mental qui pose des questions. C'est-à-dire que ton mental... Mais pourquoi cet état ne dure pas de se laisser traverser? C'est normal qu'il dure pas parce qu'à chaque fois, tu saisis le truc. C'est ce que tu es en train de faire. Pas le bon. C'est pas le bon. Tu veux quelque part, mine de rien. Et c'est moi. Bah, tu le laisses traverser. Oui, tu le laisses traverser. C'est ça. Tu t'en fous. Tu le laisses traverser. Tu n'es pas obligé de l'attraper. Il y en a plein Tu laisses simplement traverser. Tu saisis pas. Laisse faire. Laisse faire. Et laisse le mental là poser les questions et autres tout seul. Mais j'ai envie de comprendre. Non, oui, mais c'est intellectuel. Laisse-le vivre, tu sais, comme disait Ramana Maharshi, qui est quand même un grand saint indien, laissez le mental vivre sa vie mentale. D'accord? Tu laisse-le vivre sa vie mentale, t'occupe pas de ça. Vis-toi par contre à partir de là, pleinement ici. Tu laisses faire. Laisse faire. Intéressant. Imitation. C'est-à-dire qu'il faut savoir descendre. Laisse faire, exactement. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Je crois que c'est Pierre qui l'avait raconté. Il allait des fois faire des retraites chez des sœurs dans un couvent. Et il y avait une sœur, à chaque fois, il y avait une sœur qui avait réalisé Dieu en elle. Voilà. Donc,
plein de gens venaient lui poser des questions, et à chaque fois, elle voyait très bien que les gens qui lui posaient des questions, ça venait de la tête. Et elle disait simplement, ça se passe quelques centimètres plus bas. Donc, je revenais, et c'est tellement juste. Reste ici, et t'occupe pas là, on va essayer d'attraper. En fait, ça essaie de te sortir de ce que tu vis. Tu vis quelque chose de profond, et là, ça essaie de conceptualiser. Voilà, on est d'accord? Ça essaie de conceptualiser. Donc, tu vois, en fait, ça t'attrape par là. Donc, laisse faire. Et t'occupe pas de ça. Laisse faire. Lâcher prise. Non, ça, c'est mental qui a envie de prendre. Laisse faire, deuxième. Ouais, laisse faire. Tranquille. C'est ça aussi qui est compliqué d'expliquer. Ouais. Moi j'ai une question, mais je pense que c'est un peu une question con. Mais, Il n'y a pas de question con. Mais je m'y connais pas trop, hein, moi. Donc, les termes en tout cas que vous donnez, je les entends, etc. Mais je les entends parfois pour la première fois aujourd'hui, donc voilà. Bref, ce truc dont tu parlais au départ de dire l'enfer, on est en train de le vivre ici, c'est quelque chose que j'ai toujours eu la sensation, je me suis toujours dit, mais en fait là, je suis en enfer et puis après, ça sera plus l'enfer, quoi. Mais du coup, on se réincarne. Oui. Du coup, on revient sans cesse en enfer, quoi, si je comprends bien. Parce qu'on doit expérimenter des choses. Ça, j'ai bien compris. Les expérimenter, c'est laisser traverser aussi par Ouais. l'enfer. Parce que si tu freines en disant c'est pas juste, c'est pas ci, c'est pas ça. Non, il faut, voilà. Mais alors, du coup, est-ce qu'il y a un moment donné où On va notre être âme, elle arrive au bout de toutes les expériences de l'enfer possibles et que du coup, on revient plus Bah oui. Et alors, il se passe quoi après? Alors là, c'est qu'on a rien compris. Après, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Parce que là, c'est plus du tout la même façon d'appréhender. Quand une âme n'est pas revenue, j'allais dire, à la fin de tous les cycles, entre guillemets, dits d'incarnation, on va dire ça comme ça, donc elle est arrivée à la perfection, elle s'est souvenue qu'elle avait toujours été unie au tout, à l'un, parce qu'en réalité, ça a toujours été le cas depuis le début, sauf que quelque part, elle s'est fait croire que ce n'était pas le cas pour expérimenter des choses dans la matière. Donc une fois qu'elle se souvient de ça, alors il y a je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait de la théologie, de l'exégèse un petit peu, on étudie un peu les textes religieux des différentes traditions, mais par exemple, dans certains textes indiens, on vous dit, une fois que tout est réalisé, d'accord, il y a plusieurs, c'est même pas des choix, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Certains êtres obtenu cette réalisation totale, vont s'homogénéiser avec le tout. D'autres vont se retrouver, j'allais dire, à l'intérieur d'une planète, d'autres d'une étoile, d'autres d'une galaxie, peu importe, mais on décrit plein de choses, il y a plein de choses qui sont décrites, et c'est des textes sur des milliers et des milliers d'années. Donc tout est possible, en fait, j'allais dire. Tu vois. Et en plus, lorsqu'il y a réalisation totale, si à nouveau il y a une réincarnation qui se fait individualisée, c'est que ça a décidé de le faire à nouveau, mais pour aider les autres. Et ça donne quoi? Ça donne des incarnations de bodhisattva, de sages, de saints. En Inde, on dit avatara, donc avatar, être parfait, qui descend dans un corps de chair. Voilà, ça donne ce genre de choses. Je sais pas si ça répond un peu. Oui, tout à fait. Je voulais juste savoir si à un moment donné l'enfer a une fin ou si on est condamné comme ça. Le mythe de Sisyphe. C'est ça, je me suis dit, est-ce qu'on est dans le mythe de Sisyphe ou bien est-ce qu'à un moment donné, quand même, on arrive au bout de la montagne et qu'on arrête de pousser le rocher, quoi. Je voudrais partager une expérience, moi, c'est une belle expérience, ça n'a rien à voir avec la mort, mais j'ai l'impression que ça m'a fait tomber une pièce à un moment donné, alors vous me direz, tu disais que la vie était un jeu, c'est vrai. Et moi j'ai un petit garçon il devait avoir 7 ans à l'époque, et on jouait à un jeu de société, quoi. Et il perd, et c'était terrible, quoi. Je le voyais, il se mettait en fureur, il était en colère, il est mauvais perdant au fond. Et moi j'ai comme principe de ne pas le laisser gagner si le jeu est... Du coup j'y vais, quoi, mais en même temps je le vois vraiment souffrir, j'ai du mal pour lui. Bon, c'est un jeu, c'est de la compétition, quoi. Et je gagne la partie et vraiment il est furax, mais furax que j'ai furax. Et 2 secondes après, on joue. Et là vraiment, il y a un truc qui a fait bang, quoi. Mais en fait, c'est un jeu, quoi. Il était furax, il était en colère,
il était en train de perdre, il m'aimait pas, il m'aurait traité de tous les noms. C'est laissé traverser par ça. Et il a vécu son expérience pleinement en l'exprimant vraiment. Et 2 secondes après, on y retourne. Ouais, mais c'est les enfants, ça. Ouais, ça m'a fait tilt, quoi. Et les tout petits, d'ailleurs, contrairement aux adultes, quand ils sont vraiment les petits, ils sont en train de jouer, tu leur dis pourquoi tu joues, bah je joue. Alors que l'adulte, il va vous donner à chaque fois une explication ou quelque chose, ce qui n'est pas le cas de l'enfant. Parce que lui, il est toujours présent, il est maintenant. Lui, il ne fait pas d'anticipation, hein. Il est maintenant. Et c'est ça, en fait, dont on parle souvent, qu'on est capable de retrouver, en fait. C'est cette espèce d'être, c'est être comme ça. Mais on l'est, hein, en vérité. On l'oublie ou on semble l'oublier en cours de route. Ça nous permet de mieux traverser, j'allais dire, les vies, les existences qui, des fois, sont très compliquées. De retrouver ce côté amusement, mais dans cet amusement, il y a la joie de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire face aux événements qu'on a à vivre au quotidien et prendre des décisions, tout ça, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Mais que quelque part, quand on retrouve ça, la vie, on la vit vraiment différemment, mieux. Vraiment, c'est différent. Différent. On passera à travers les épreuves un peu plus facilement, ce sera plus fluide, plus tranquille, plus serein. L'enfant, il n'est pas conscient d'être conscient. Non. Par rapport aux adultes qui vont réaliser leur vraie nature, l'enfant, il va se plus il se pose exactement. Et en plus, il se pose même pas la question. Oui, il se pose pas la question. C'est l'adulte après plus tard qui entame des cheminements, des choses, des chemins et tout ça spirituel parce qu'il va rentrer dans le questionnement. Mais l'enfant, quand il est tout petit, je parle vraiment des petits, pas du tout. Après, il y a une espèce de forme d'identification, comme un formatage, puisqu'on est dans un monde, quand même, il est là, c'est un monde tangible. On a des mains, on a un odorat, on a un goût, on a des yeux, on entend les sons, donc forcément, il y a des saisies, hein, ça se fait automatiquement. Et du coup, à partir de là, oui, il y a à nouveau tout ce processus-là. Mais enfant, c'est différent. Quand on est tout petit, c'est différent. Je racontais une expérience pour voir ce qu'il dit tantôt à Frédéric, où je lui disais que j'avais vécu un moment parce que c'était passé une paix, un truc à l'intérieur de paix. Et en fait, j'étais morte de rire parce que je revoyais tous les drames de ma vie. Et en fait, j'étais écoulée parce que je me rendais compte que j'avais kiffé mes drames. J'avais savouté les drames et tout. Et en fait, dans cet état que je ne sais pas très bien quoi, j'étais écoulée parce que j'avais apprécié ce drame qui m'avait fait marrer en fait. Et comme lui, c'était Joule quoi en fait. Ah oui, oui. Comme l'enfant qui dit ah et puis joue, là c'était un peu ça. Oui. C'était finalement, alors que sur le moment même, je pleurais, je n'étais pas bien. Et après, je trouvais ça drôle d'abord. Je souhaiterais rajouter un petit truc par rapport à la mort, justement. Les enfants, les petits-enfants, ils n'ont pas peur de la mort. Hein. Ils n'ont pas du tout peur de la mort. Les tout petits. Hein. Ils n'y pensent même pas. C'est plus tard en grandissant qu'à un moment donné, on s'identifie à ça comme étant quelque chose. Tu sais, c'est en plus un sujet, en Occident en tout cas, c'est comme ça, c'est presque un sujet tabou, très dérangeant, très gênant. On ne peut pas souvent l'aborder. Ou quand on commence à l'aborder, on voit bien que les gens ils commencent à bouger dans tous les sens. C'est un phénomène d'époque, c'est un phénomène d'époque. Ça a été moins dérangeant il y a des décennies. Oui, parce qu'on n'avait pas la même vision, mais à nouveau, là, ça fait longtemps que c'est comme ça quand même. En Occident, principalement. Tu vas en Inde, c'est pas ça. Ils ont eu la mort, tu leur parles de la mort, ils vont dire ah ben c'est un passage. Ok, c'est un passage. D'ailleurs, ils disent pas on meurt et tout ça, ils disent il a quitté son corps. C'est réglé le truc. Après, bon, chaque culture est différente. Oui, oui, tout à fait. J'ai une question par rapport aux âmes. Vous dites que quand on quitte son corps, on explore d'autres choses, etc. Alors comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec nos défunts, etc. Si justement ils n'ont plus cette apparence-là. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est un peu compliqué pour moi de dire que je peux rentrer en contact avec eux si justement après la mort ils ne sont plus eux. Je ne sais pas si c'est clair. Ils sont plus eux, mais ils sont eux quand même. C'est ça qui est difficile quand on explique. Alors, on est un. On va être amené à vous dire qu'en fait on est tous là, ici dans la salle, énergie, d'accord? Et que ce que je suis, vous l'êtes. On est. Enfin voilà. Mais de l'autre côté, en fin de compte, dans tout cet océan,
on peut quand même, alors je ne sais pas comment expliquer ça non plus, mais on est tous les uns aussi à côté des autres dans l'énergie. Je vais expliquer ça, par exemple, vous prenez un verre d'eau, vous mettez le doigt dedans, vous sortez une goutte. On va dire que la goutte c'est vous, d'accord? Le reste du verre d'eau c'est toute la salle. Donc là vous êtes identifié et puis il y a toute la salle. Si je vous remets dans le verre d'eau, vous êtes bien d'accord que vous êtes toujours là, voilà. Mais alors où? Voilà. Enfin, c'est vraiment comme ça. Et quand on rentre en communication avec des défunts, ou comme moi j'ai pu être amené à voir mon grand-père pendant mon expérience, et ce que j'expliquais, il y a quelque chose qui se passe, je ne connais pas le mécanisme et tout ça, mais il faut qu'il y ait une image ou une perception, une odeur ou quelque chose comme ça qui vont nous faire penser que, en fin de compte, je suis bien face à cette personne. Et ça va faire mieux que me le faire penser, puisque c'est vraiment une confirmation. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en fait, il faut comprendre que... Mais je me dis pourquoi on dit aussi que certaines âmes ne passent pas de l'autre côté. D'accord, ça c'est une autre... Alors ça c'est une autre... Alors ça c'est une autre question. Alors effectivement, des fois il arrive que certaines âmes restent très proches du plan terrestre, pour différentes raisons, des fois qui peuvent être liées au fait de ne pas forcément accepter la décorporation, c'est-à-dire d'avoir quitté leur corps, ou simplement de rester auprès d'êtres qui sont encore là, des amis, des amours, de la famille et autres, auprès de qui ils étaient très proches, parce que souvent, une disparition entraîne beaucoup de tristesse et de mal-être, et ça peut éventuellement, en tout cas dans cette histoire-là, retenir ces êtres-là qui ne vont pas volontairement partir pour essayer au maximum, des fois, d'aider, d'accord, ou des fois simplement qui n'ont pas compris qu'ils étaient décorporés. Hein. Il arrive que certains, ils sont décorporés, ils ont fini leur vie, ils ne se sont pas aperçus de ça. Donc ils restent, entre guillemets, des fois au même endroit où il y a eu un accident, une maladie qui les a tués, ou autre chose, peu importe, et ils ne bougent pas de là, ils ne vont pas sur leur plan d'appartenance. Donc ça peut arriver. Ça existe aussi. Mais du coup, une fois qu'ils sont avec les mots dans la lumière, il y a quand même à la présence, ça reste quand même là, non? Oui, oui, mais enfin, je ne sais pas si je me comprends, parce que je pense que je rigole. Moi, je me comprends plus. C'est ça. Je me comprends pas tout le monde. Non, mais voilà, les personnes décédées, les défunts nous envoient des signes. Maintenant, le fait je prends l'exemple de ma maman me dit, mais moi je le sens, mon papa. Et je dis, mais pourtant, en tout cas pour moi, dans ce que j'ai vécu, pour moi, il est monté vers la lumière. Mais parce que quelqu'un m'a dit, en fait, s'il t'envoie des signes, c'est qu'il est dans la lumière. Et ma maman, elle me dit, mais moi je le sens au niveau. Et je trouve que des fois, c'est un peu. Les gens vont vous donner des explications très scindées comme ça, alors que ça me paraît quand même beaucoup plus large. Parce que quand on prend justement l'idée de la réincarnation, je me dis, à un moment donné, si mon papa se réincarne, mais moi je suis toujours en vie, en fin de compte, il y a quand même rien qui va m'empêcher de pouvoir continuer à communiquer en même temps. Mais ça, c'est une question quand même que je me pose, parce qu'à un moment donné, peut-être que quelqu'un a déjà fait l'expérience ici, mais de se dire, mais cette âme-là, je la connais en fait. Oui, c'est ce qui se passe tout le temps. Hein. Mais oui, mais donc justement, je me dis, s'il se réincarne avant moi, ça change rien. Qu'est-ce qui va se passer? Je rigole, mais vous voyez, c'est en termes de temporalité, parce que là, bah oui, on est dans le terrestre, on est dans le temporel, mais. Parce qu'il faut comprendre que la connexion, si vous l'avez, vous, vivante, jusque tout là-haut, avec les gens qui sont déjà là-haut. Donc, c'est ça aussi qu'on ressent. C'est parce qu'on est connecté. Oui, donc ils peuvent très bien avoir accepté leur mort, être montés dans la lumière, mais rester une présence pour les vivants. Mais il y a toujours la présence. Toujours, puisqu'on est connecté à la même chose. Rappelez-vous du gobelet d'eau, en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on est qu'un. Qu'on sort, exactement. Il faut comprendre un lien. Et après, certaines personnes sont capables d'ici, du corps, aller un petit peu là-haut pour voir ce qui se passe. Et voilà, des choses médiums ou des trucs comme ça. Ça. Et puis, donc forcément l'interaction elle se fait logiquement avec les autres. C'est pour ça qu'on est amené à ressentir, mais c'est complètement logique. Je vais rajouter un petit truc parce que souvent on a tendance à faire
on monte, Oui, tout là, ça on là-haut. voit, ouais. En vérité, on est maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'escalier qui nous amène, d'escalier qui nous en bas. Je vous le dis parce qu'on a l'habitude pour essayer d'expliquer les choses, même dans les textes, c'est souvent ça. En fait, voilà, on est de l'autre. Quand on dit de l'autre côté, c'est une façon de le dire aussi, c'est des mots, hein, c'est pour qu'on se comprenne. Mais en fait, on reste toujours relié. Tout est relié, tout le temps. Alors que c'est des gens que vous ayez connus, qui vous étaient chers, et puis qu'à un moment donné, ils se sont réincarnés, ça ne change rien. La connexion, elle y est quand même. Même s'ils sont réincarnés. Mais s'ils sont réincarnés, ils ne peuvent pas avoir à la fois appartenir à un corps. Mais la connexion est quand même là. Ils sont partout. Puisque tout est un, donc tout est relié. C'est un autre corps, mais c'est toujours la même Exactement. Mais par contre, alors là, c'est une individualité d'âme. C'est pour ça que des fois, quand vous rencontrez des gens, vous dites je la connais ou je le connais. En fait, c'est pas son corps que vous connaissez, c'est que vous reconnaissez son âme. Donc vous reconnaissez sa, entre guillemets, pour mal le dire, sa fréquence d'âme. Et si l'âme s'est réincarnée, un médium ne peut pas entrer en contact. Si, bien sûr. Si, bien sûr. Si tous les deux, de toute façon, on est en contact avec tous. Ben oui. Voilà. Bravo. Mais il n'y a même pas d'incarnation puisqu'on ne fait qu'une seule. Quand tu et donc, passes. on touche à... Mais tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non mais, je t'entends, je te comprends. Parce que tu passes par la conscience. Là, ce que tu dis, je te le redis, c'est comme si c'était la conscience qui parle. Pour la conscience, il n'y a pas incarnation, désincarnation, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Donc effectivement, voilà. Mais après ça, c'est des... Oui, et c'est pour ça que tout est relié en fait. Tout est relié. Vous soyez incarné, désincarné, tout est relié. Il n'y a pas de distance, ça n'existe pas. La seule chose qui fait une distance là, entre les uns et les autres, c'est le fait de ce que vous raconte le mental. Ou l'ego, en vous disant, il y a elle, il y a lui, il y a toi. Il y a la chaise, il y a le sac, il y a ceci, il y a cela. C'est ça qui crée la distance. Attends, il y a quelqu'un qui est... Mais c'est juste pour ne pas oublier, dans ce que vous venez de dire, donc moi aujourd'hui on va dire Jean-Philippe Thomas, voilà. Et peut-être qu'à ce moment, à l'autre bout de la terre, quelqu'un appelle son défunt grand-père, qui s'appelait Victor, et en fait c'est moi. Puisque je suis à nouveau incarné, c'est comment quand je suis aspiré, je ne m'en rends même pas compte, je vais là-bas, je réponds là-bas. Ben c'est l'âme qui fait les choses en fait. L'âme elle le fait sans que toi... C'est triste qu'on s'en rende pas compte. Non, parce que ça doit être vécu comme ça, c'est tout. Ça doit être vécu comme ça, il n'y a pas de souci. En fait, c'est équilibré parfaitement juste. Hein. C'est parfait. Là, tu revis une nouvelle vie d'incarner avec ta famille, tes amis. Hein. Et cette essence, cette énergie, elle va quand même répondre à l'autre personne qui fait appel à elle. Il n'y a pas de problème en vérité. Tout ça se passe vraiment dans quelque chose de très... C'est très fluide. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire que tout ne fait qu'un... Tout est relié. Moi, ce que je voudrais peut-être ajouter à tout ça, c'est qu'il faut peut-être essayer de mieux comprendre, d'arrêter de... Ouais, dans ce monde en 3D, c'est ça qui bloque surtout quand je vous entends expliquer ceci. C'est pas comme ça. C'est beaucoup plus fluide, mais il faut vraiment arrêter de se projeter dans un monde en 3D en fait. Et là, vous allez pouvoir peut-être avoir plus facile dans la compréhension. C'est peut-être une clé pour... oui, tout à fait. Exact. Oui. Eh bien, oui. Moi, j'ai encore une question de personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. Donc, tout est un. Tout ce qui est vivant, du coup, je suppose, quoi, pas que les humains. Les non-vivants. Pas que les humains. Mais alors, du coup, en termes de réincarnation, est-ce qu'on peut se réincarner en des choses qui ne sont pas humaines, c'est-à-dire en arbres, en insectes? Est-ce qu'on fait cette expérience-là aussi? Bon, vas-y. Pour un coup, hein. Alors, en fait, dans le processus de réincarnation, en principe, entre guillemets, vous passez par le règne minéral, végétal, animal, humain. Après, il y a des sages qui disaient
Il y a aussi ce qu'on pourrait définir comme supra-humain, etc. etc. Parce que, voilà. Et dès que vous êtes rentré, j'allais dire, dans le cycle que des incarnations humaines, en principe, hein, il n'y a pas de réincarnation après possible en tant qu'arbre, ceci, cela. Vous l'avez fait avant déjà. Okay. Avant ça, vous l'avez fait. Donc il n'y aura pas ça. Et par contre, cette espèce de fréquence d'âme, je vais le dire comme ça, hein, elle, avant, elle s'est incarnée dans des insectes, dans des minéraux, dans des végétaux, dans plein de choses comme ça. Plein d'incarnations successives. En tout cas, c'est ce qui est dit dans certains textes. Et après, il faut le vérifier par soi-même intérieurement. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous dire un truc, c'est bien beau de vous le dire, hein, mais il faut un vécu direct, c'est-à-dire en vous. C'est pour ça que je vous parle à chaque fois du cœur. Il faut que vous le viviez. Ce que je suis en train de vous dire, est-ce que pour vous, c'est ça ou c'est pas ça, ou vous le comprenez autrement, etc. Donc, en fait, moi, ça me questionne parce que une fois, ça m'est pas arrivé souvent, enfin, je me sens connectée à la nature, au vivant, etc., de manière générale, hein, mais une fois, j'ai vraiment eu le sentiment j'avais un arbre dans mon jardin et je lui parlais beaucoup, enfin, pas verbalement, mais dans ma tête, quoi, je lui envoyais des images, des émotions, des choses, et en fait, un jour, j'ai vraiment eu cette sensation que l'arbre m'a renvoyé quelque chose en retour. C'est génial. C'était trop bien d'ailleurs. J'ai fait des dessins après et tout, c'était trop beau. C'est une réciprocité. Oui, mais du coup, je me suis questionnée aussi de me dire, le fait qu'il y ait eu une connexion aussi forte avec du coup quelque chose qui est aussi peu humain et qui me ressemble aussi peu d'un point de vue matériel, je me suis demandé si c'était juste une fréquence et qu'à un moment donné, il y a une communication qui s'est établie entre cet arbre et moi, ou si c'était un souvenir d'une vie d'arbre que j'aurais eue. C'est tout ça à la fois. Ok. Parce que tu as vécu probablement dans ta fréquence d'âme, probablement une incarnation de végétal, d'arbre ou de plante, de fleurs ou autre, mais aussi parce qu'il y a, dans cet aspect de manifestation, il y a aussi des aspects de l'énergie, on va l'appeler comme ça, parce qu'on l'appelle comme ça, et que ça parle à tout le monde, et qu'il y a aussi le fait que c'est un être, entre guillemets, qui a une enveloppe charnelle, d'arbre, une enveloppe humaine, d'accord, et que ça communique, et que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, tout ne fait qu'un. Rien n'est séparé. Ça paraît séparé comme ça, parce que votre tête vous dit, ah bah on est séparés, d'accord, mais en vérité, c'est pas séparé. Quand vous mettez de côté le mental, vous mettez l'ego de côté, vous ressentez les choses tous. Même les gens qui ont, soi-disant, pas beaucoup de sensibilité, ils ressentent quand même des choses. On ne peut pas l'expliquer, mais ils ressentent des choses. Tout le monde. Ils ne ressentent peut-être pas qu'ils les ressentent. Oui, voilà. C'est ça. J'ai une question, est-ce qu'on peut refuser une réincarnation, ou est-ce qu'on peut ne plus accepter d'évoluer, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rester un animal si pourquoi est-ce qu'on doit systématiquement devenir un humain qui pour moi représente le plus mauvais des incarnations quand on compare les végétaux, les animaux et tout ça, je me dis que l'homme est le plus mauvais des réincarnations sur Terre. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par là? On peut refuser de se réincarner? Refuser, non, parce que c'est des choix. C'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait, donc systématiquement... Donc refuser, c'est un peu compliqué, c'est un choix, on va dire, c'est nécessaire et c'est un besoin. Voilà, c'est ça ma compréhension. Souvent on dit, ouais, si je pars, j'ai pas envie de redescendre, mais en même temps, voilà. Si après coup, on s'aperçoit, en tout cas, ça va créer des envies chez nous. Je vous ai expliqué pour le vélo, par exemple. J'avais vraiment ce sentiment de dire, moi, je ne veux pas en rester là. Je ne veux pas aller m'occuper de cette dame et de ses enfants, c'est pas le problème, mais je veux au moins rééquilibrer tout ça. Et si j'étais réellement mort, je pense qu'une réincarnation, en fait, rien que sur ce sujet-là, aurait été nécessaire. Nécessaire pour que je puisse de nouveau expérimenter ce fameux vélo, cette fameuse dame, ça se trouve, et puis voir ce que j'en faisais. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que chaque fois qu'on se réincarne, c'est un choix. On se réincarne parce qu'on a des choses à se faire pardonner ou à guérir. Oui, j'aime pas trop cette manière de dire. C'est un choix. Et voilà. J'ai besoin de retourner.
Donc je ne peux pas refuser. Alors si j'en ai plus besoin, c'est que j'ai accompli. Exactement. Si j'ai pas accompli, je vais avoir besoin parce que c'est vraiment une nécessité. C'est pour ça qu'on vient là. En fait, on se demande pourquoi on vient là. Mais oui, voilà, on a besoin de venir faire tout ça. Donc on peut pas, non, on va pas refuser. Bien au contraire. Maintenant, on va peut-être se taper un peu sur les doigts si on s'aperçoit qu'on fait à chaque fois les mêmes choses et que ça tourne en rond. Mais enfin voilà, moi je sais pas si tu... Si, c'est tout à fait. Et puis je rajouterais qu'il arrive que des fois, il y a des âmes qui font le choix aussi de ne pas se réincarner tout de suite et qui vont... Et en attendant, sur Terre, il va s'écouler, entre guillemets, beaucoup de temps. 100 ans, 200 ans, 500 ans ou plus. Pour X raisons, d'ailleurs. Et au bout d'un moment, ça finira parce qu'il y a le processus de réincarnation, j'allais dire quasi automatique, qui se fait, d'accord ? Alors avec tout un tas de choses, des choix, des trucs, des machins, mais avec un panel de possibles. Il va y avoir tout un panel choisi par l'âme, j'allais dire, là sur le plan où elle se trouve, avant de s'incarner. Elle va accomplir tous ses possibles ou non, peu importe, on ne sait pas, ça peut changer en cours de route, il peut y avoir plein de choses, mais tôt ou tard, le processus de réincarnation se fait. Alors, ça pourrait ressembler presque, on pourrait croire que c'est comme une obligation, mais c'est un processus naturel en fait. Parce que en tant qu'âme individuelle, les choses ne sont pas totalement réalisées, il y a encore la croyance qu'il faut faire revenir, faire des choses, donc elle revient, et elle va aller jusqu'au bout. Et une fois qu'elle est arrivée à une espèce de, je pourrais dire une forme d'équanimité totale, où plus rien ne bouge intérieurement, où tout est vraiment stable intérieurement, les choses sont accomplies. À partir de là, il n'y a plus obligation de la réincarnation. Oui, c'est une dynamique en fait. Exactement. Ça me fait penser que les yogis parlent d'ici 150, 160 ans, qu'on aura fini notre chemin, nous ici d'humains. C'est ce que vous dites souvent sur les satsang. Après, tu sais, la vie est très taquine. Hein. Va falloir être quand même assez vif. 650 ans, ça me paraît faible. Moi, j'ai une question. Ouais. Alors, je vais raconter 3 petits événements pour donner le contexte. Donc, ça fait longtemps que je pense que la mort, ça va, j'ai bien pigé. Et pourtant, l'année passée, j'ai appris la mort de quelqu'un qui m'était proche, mais j'aurais pu très longtemps, et c'était un déchirement, vraiment un déchirement qui n'a pas duré, c'était juste voilà, ce truc-là, ça a duré quelques heures, c'était fini. Il n'y a pas longtemps, j'apprends la mort de quelqu'un d'autre qui m'était aussi très cher, et c'est comme s'il n'était absolument pas mort, donc c'est ok, il a juste quitté son corps, hyper tranquille, et j'ai pas du tout l'impression qu'il soit mort, voilà, il est là, même si j'ai pas de contact avec lui, je le cherche pas, hein. Et alors, j'apprends la mort d'une 3e personne, et là, c'est la première fois que j'ai l'impression que c'est un mort-mort. C'est cool, hein, tu as fait les 3 expériences. Hein. Mais c'est très très particulier. C'est la première fois que j'ai l'impression qu'un mort est vraiment mort. Je ne sais pas le dire autrement. Et ça, je n'ai pas encore complètement pigé. Tu as expérimenté sous plein d'angles différents, intérieurement. Tu as conscientisé sous plein d'angles. En fait, c'est ça qui s'est passé. Mais le mort-mort, c'est quoi alors? Bon, là, ça joue encore à... Tu vois, comme on le disait tout à l'heure, c'est comme un jeu quelque part. Donc, tu as des choses à comprendre et c'est entre ton intime et ton intime. C'est-à-dire c'est intérieurement, à un moment donné, ça c'est ta propre histoire, ça te sera révélé en temps et en heure. Pourquoi l'autre, la personne qui n'était pas très proche de toi, elle meurt, t'es déchiré? Non, c'était un proche aussi. Ouais, mais est-ce que tu voyais pas? Est-ce que tu voyais pas trop? Tu n'étais pas trop... Mais je les voyais, aucun voilà, des 3, je ne okay, voyais plus. Mais après, il y a des connexions et des interconnexions entre les âmes, ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait. Et donc, je sais pourquoi j'étais déchirée. Voilà. Ça, c'est pour ça. Voilà. Karmiquement, je vois très bien pourquoi j'étais déchirée. L'autre, ben voilà, je vois pourquoi j'étais pas déchirée. Mais le mort-mort, alors là, je sais pas. Là, il fallait que tu le vives comme ça aussi. De toute façon, à un moment donné, tu vas avoir une compréhension. Hein. Il faut laisser faire les choses. Elle est bêche-toi parce que ça fait beaucoup de morts. Moi, je dis ça. Je dis rien. Si tu mets 25 morts à comprendre, moi j'étais responsable. En même temps, ils étaient d'accord pour mourir, pour permettre... Il va falloir mettre des annonces. Voilà, qui est prêt à mourir, pour qu'ils comprennent.
ce soir. J'ai pas compris, c'est tellement bon. Tu voudrais peut-être Maintenant savoir qu'on quelle sait est qu'on le peut suivant. revenir, Ah oui, bah, je veux bien le allons-y, faire. Ah, merci mon pote. On a eu une petite main là-bas qui s'est levée, Carole Bélaret, tout à l'heure. Oui, on parlait réincarnation. Oui. Donc, il y a aussi, c'est évidemment un concept, c'est une théorie, je ne sais pas, une philosophie. Et je pense que j'ai vraiment plutôt deux questions par rapport à ça. C'est que le premier, j'ai du mal, moi, à comprendre comment la démographie est galopante, exponentielle, puisque nous sommes censés nous recycler, etc., et revenir, et repartir, renaître, rencontrer toujours, et etc. Pourquoi est-ce que donc ça devient quasiment 8 milliards, 9 milliards? Donc là, j'ai du mal avec ça déjà, ou alors j'ai un goût, je ne sais pas, vous voyez ce qu'on On t'est pas bien avant. Ça, c'est vraiment la première question. Ouais. La deuxième question, c'est plus quelle est la finalité? J'entends ce que vous dites, mais très jeune chrétien, moi, du coup, j'ai grandi là-dedans, à un moment donné, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'on va se faire chier après? Attendre le retour du jugement pour que les justes soient jugés, attendre comme un couillon sur un nuage, voir le lion jouer avec l'agneau, pendant des milliers d'années, avant que Jésus descende, je me suis dit, et pourtant j'ai voulu être prêtre. Vraiment, j'étais. Je me suis dit, ça va se faire chier. Et puis je me suis dit, oh, les musulmans, les 72 vierges, parce que les parce qu'ils sont quand même, il faut être martyr, etc. L'Église, donc voilà. Et puis un jour, j'ai eu un choc, c'est le livre des esprits de Kardec. Je me suis beaucoup intéressé, c'est comme ça que j'ai abordé la réclamation. Et donc j'ai lu, et ça m'a beaucoup appris. Mais aujourd'hui, je me dis encore, et la finalité, quand tout le monde ici, quand les 9 milliards que nous sommes, et peut-être 28 milliards, puisqu'on continue, les 28 milliards, nous serons tous absolument parfaits. Non, ça fait quand même chier grave. À partir du moment où tu es parfait, tu ne te poses pas la question si tu te fais chier ou non. Mais il y a une finalité, non, c'est comme madame, c'est mon conscient. C'est un concept. Il n'y a pas de finalité. Alors il y a un zérotage, Big Bang, Big Crush, hop, on démarre. On peut dire les choses comme ça, mais on peut les dire autrement aussi. Alors je ne les comprends pas. Ouais, mais parce que c'est normal. Il y a un temps pour tout. À un moment donné, tu comprends les choses. En plus, tu disais, voilà, jeune chrétien, machin, c'est pas la question du christianisme. Moi, j'ai étudié des textes catholiques et tout ça. Dedans, la lecture, en fait, quand on étudie tous ces textes, il y a une façon de faire. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui les étudient à la lettre, d'accord ? Donc, on prend à un moment donné au premier degré, et il y a ceux, à un moment donné, qui, avant d'ouvrir les textes pour les étudier, se recueillent très profondément, se reconnectent au cœur, par exemple, et du coup, on n'a plus du tout la même grille de lecture. Et à partir de là, tu sais, on ne te parle plus des nuages sur lesquels tu te balades. Tu vois, il est grand temps d'en descendre à un moment donné. Parce que, voilà. Vraiment, il y a autre chose que tu comprends. Par exemple, je vais donner quelques exemples. Tu comprends, par exemple, que tu fais qu'un avec Dieu. Alors que quand on va à l'église, on te dit tout le contraire. On te dit, il y a Dieu, il y a toi. Et toi, tu es le pécheur des pécheurs. Et avant d'arriver là, je veux dire, beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts, mais ça va être que tu y arrives. Et en fait, le Christ dit à un moment donné, quand il s'adresse aux apôtres, en fait, il s'adresse à tout le monde, puisqu'ils sont 12, c'est très symbolique. Il va représenter les 12 tribus d'Israël, d'accord ? Et en fait, ça s'adresse au monde. Et il dit à chaque fois, par exemple, quand il parle de miracle, il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'olivier là, ou au péché, ou autre, peu importe. Ce que j'ai fait là, vous ferez d'autres miracles et de bien plus grands encore. En fait, il s'adresse à tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre Dieu et toi. Okay, et tu n'es pas si pécheur que l'on le dit. Il faut essayer de comprendre des choses autrement. Parce que sinon, ça t'amène encore d'autres concepts et du coup, tu t'en sors plus, quoi. Et en fait, tu te diminues quelque part. Tu diminues. Et à un moment donné, tu es coincé dans un truc. Okay, et du coup, tu vas chercher une finalité, un truc mieux. C'est pas ça, c'est plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Il faut que tu reprennes, en fait. Enfin, tu parlais justement de confession catholique. Reprends les textes et lis-les autrement. Et tu vas vraiment avoir les clés, elles sont dedans. Je t'assure, c'est vraiment dedans. C'est très très simple. Le Christ, souvent, quand il dit en vérité, je vous le dis, ce qu'il dit derrière, là, tu sais, c'est vraiment profond, quoi. Par exemple, il dit un truc très simple. Il dit, si 2 d'entre vous se réunissent pour quoi que ce soit, je serai parmi vous. Ou qui voit le Père, voit le Fils, qui voit le Fils, voit les Pères, croyez-vous cela. En fait, ça veut dire que, en fait, le Fils, c'est pas que lui, c'est toi aussi. En fait, il n'y a pas de différence. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça, c'est une autre grille de lecture. Ce n'est pas mon interprétation, c'est qu'il faut à un moment donné étudier les textes en étant inspiré. Voilà, c'est là où je viens. En fait, en étant inspiré et non pas en lisant, tu sais, comme on nous l'apprend, quoi, en fait. Parce qu'on nous a tous appris à lire comme ça. Il faut les lire vraiment différemment. Et là, tu vas t'apercevoir que tu n'as pas besoin d'attendre sur un nuage.
Je te dis, c'est beaucoup plus grand pour toi, ce qui t'attend. C'est pas ça, quoi. Ça n'a aucun sens. Parce que sinon, alors, il y a certains, ils attendent sur des nuages, les autres, ils attendent ailleurs. Enfin, ça, j'avais déjà cette idée. C'est juste que moi, j'aimerais, comme je l'ai dit tout à l'heure, savoir donc, effectivement, comment vous l'avez perçu. Il n'y a pas de finalité. Vous l'avez lu. Il n'y a pas de finalité. Il n'y a pas de finalité. Non, parce que alors, qu'on l'appelle Dieu, absolu, conscience, peu importe, le soi, chez les Indiens, il n'y a pas de début ni de fin. Pour qu'il y ait une finalité, il faut qu'il y ait un début et une fin. À l'échelle de l'absolu, il n'y a rien de tout ça, ça n'existe pas, c'est que des concepts, que des idées, que des théories, que des choses qui sont verbalisées. D'accord, mais nous amenons quand même, depuis tout à l'heure, une idée de progression. Oui, pour que les gens comprennent. On passe par des chemins pour les amener ou les aider, à un moment donné, à reprendre conscience qu'il y a autre chose de plus vaste, que la mort n'existe pas au sens où on l'entend, que tout ça ne fait qu'un, etc. C'est simplement, en fait, on passe par des chemins. C'est tout, ça s'arrête là. Mais en vérité, il n'y a pas de début ni de fin. En fait. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Et ça, c'est difficile pour le mental de le comprendre. Le mental ne peut pas le comprendre. Oui, puis si tu démarres par là, après 3 minutes, on se lève et on s'en va tous. Ça va comprendre. Donc il faut bien prendre quelques chemins entre les deux. Tu sais, au début, quand je faisais des conférences, j'en ai fait quand même beaucoup de conférences et de satsang, avant, ça ne parlait qu'à l'échelle de l'absolu. Ça ne pouvait pas faire autrement. Donc du coup, en face de moi, j'avais ou des pandits, des lettrés, des gens comme ça, eux, ils comprenaient, et les autres, ils étaient là. Ça nageait, quoi. À un moment donné, ça ne comprend plus rien, quoi. Parce que l'intellect, il s'en mêle, il veut comprendre, ce qui est logique. Pour amener l'information, pour qu'il puisse intégrer les choses. Bon, ça a bien changé depuis. Donc, une personne qui fait une expérience de mort imminente, si elle ne veut pas revenir, mais elle revient quand même, le fait qu'elle ne veut pas revenir, c'est son ego qui ne veut pas revenir? Ouais, je sais pas, parce que du coup, comme je disais, moi j'ai cherché quand même une bonne fausse raison pour vouloir revenir, mes enfants. Parce que généralement on ne veut pas revenir de toute façon. Donc, mais il y en a quand même beaucoup ici qui voulaient vraiment pas revenir. Là par contre, ils ont ouais, et là, ouais, ça devient très compliqué. Moi, pour éteindre ça, en fait, la partie égo qui ne veut pas revenir. Ben, en fait, on existe quand même, hein, on ne disparaît pas. On existe tel qu'on est. Donc oui, l'ego, c'est ce qu'on est, c'est ce choix. On peut encore faire des choix, malgré ça, mais là qui seront forcément pas écoutés, puisque l'expérience de mort imminente, le fait de partir ou de revenir, c'est un mécanisme. Voilà, donc, même le fait de naître, en fait, hein, personne n'a souhaité naître, en fait. C'est un mécanisme qui s'est fait. Voilà. Ouais. Mais c'est bien ça, oui. Donc, et alors, si une personne, comme tout est écrit, si une personne va mourir de vieillesse à telle date, est-ce qu'il est possible qu'à un moment donné, un événement fasse qu'elle décide de se suicider à une date antérieure? Oui. C'est possible. Et là, dans ma compréhension, c'est aussi ça. Après, je peut-être me trompe, tu me diras. Mais là, c'est dans ma compréhension. On vient finir, par contre, assez rapidement l'incarnation, assez courte. C'est pour ça qu'il y a des jeunes enfants ou voilà, des bébés où ça peut passer de quelques heures à quelques années. Et là, on est dans la même famille incarnée en fait. Dans la même famille? Je suis le grand-père, un peu plus tôt, je vais être le fils de mon fils, par exemple. Enfin, voilà. Mais après, Non, si. Ouais. Ça peut se faire comme ça, exactement. Mais effectivement, des fois, tu vas mener une incarnation, elle s'arrête, il semblerait que pour l'âme, il manque quelque chose, entre guillemets, ou que ça n'a pas été jusqu'au bout, que ça aurait pu se faire autrement. Et à partir de là, il peut y avoir une réincarnation très rapide, c'est-à-dire que
terrestrement parlant, il peut s'écouler quelques mois ou quelques années, ça va très vite. L'être se réincarne et peut devenir, simplement faire une gestation de 9 mois, naître, et être même un bébé qui ne va pas durer plus longtemps, c'est-à-dire mort-né par exemple, ou vous dites jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans. Et pour l'âme, il n'y avait pas besoin d'expérimenter plus, il fallait aller jusque-là, ça n'avait pas pu être fait en temps, j'allais dire, dans une temporalité entre guillemets. Et du coup, ça revient spécialement pour ça. Donc, même une fausse couche. Hein. Oui, une fausse couche, exactement. Ça fait partie du... C'est le même truc. Et s'il y avait une histoire karmique amoureuse à résoudre, ça doit être résolu en se réincarnant. Peut-être. Ou ça peut se résoudre autrement. Enfin, il y a plein de façons, même en contact. Hein, on parlait tout à l'heure, les grippes de médium, de autres, à un moment donné. On disait par exemple, des fois il y a des gens qui se suicident et on pense qu'ils sont suicidés, c'était horrible, c'est machin. Sauf que quand les médiums entrent en communication avec eux, on leur dit et maintenant comment ça se passe pour vous? Ça va mal? Ils disent non, je suis très heureux et il fallait que je me libère. Il fallait vraiment que ça ait lieu. C'est quand même, par rapport à l'idée qu'on se fait sur Terre, des choses, c'est quand même intéressant. Et si ce n'est pas le cas, justement, ils regrettent. À ce moment-là, ça peut être résolu. Bien sûr. À part une autre nouvelle incarnation. Ça le même processus. Pas forcément. Ou pas forcément, ça peut s'arranger aussi par communication. Il y a des compréhensions. Oui, ça s'apaise vraiment. Exactement. Il paraît que là derrière, il y a plein de gens qui nous attendent. Pierre, il dit toujours ça, oui, parfois les gens ici sur Terre sont tristes, et là de l'autre côté, ils sont tout contents de les retrouver, de les aider. Ah bah c'est fait, oui. Je compare ça en pas de famille le dimanche. Exactement. Ça dépend de la famille qu'on a. Hein. J'allais venir. Bon, toi, t'as pas à te plaindre quand même, ça va. Là, non, mais il y a un autre côté. Hein. Là, non. Dans cette vie-là, ça va. Non, mais c'est voilà, c'est juste pour voilà, une cousinade ou un truc. On retrouve des gens qui nous ont manqué. Qui nous ont, voilà. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Pour la réincarnation suivante, là-bas, ils sont tristes et nous, on est contents. Alors triste là-bas, je suis pas sûr, parce que de l'autre côté, il y a pas de... Ça dépend si c'est réglé ou pas les choses de l'autre côté. Hein. Ouais, parce que de l'autre côté, il n'y a pas ce sentiment de tristesse. Oui, c'est différent. Non, c'est pas. Différent. Donc, voilà, même la colère, tout ça, c'est quand même assez particulier. D'ailleurs... Non, il n'y a que de l'amour inconditionnel. Alors, il peut arriver qu'une âme vive de l'autre côté parce que les choses n'ont pas été réglées, de la colère. Mais ça va se régler parce qu'évidemment, elle est en contact avec d'autres désincarnés et il va y avoir des interconnexions, je veux dire, des choses profondes. Et je sais pas, on peut appeler ça des enseignements, on va dire ça comme ça. Et ça va forcément régler les choses. La haine, la colère, elle va disparaître, elle va se transformer en quelque chose d'autre. C'est évident. Mais il peut y avoir pendant un certain temps. C'est pour la petite histoire, j'ai mon beau-père en fait qui a fait une crise cardiaque devant sa voiture, qui est décédé et il était justement très en colère après des collègues de travail, le truc, il était déjà en retard. J'ai su cette situation-là pour avoir communiqué avec lui après. Je l'ai eu en fait très en colère et donc il était content d'avoir cette communication-là. Ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas vu. Eh bien, je suis content de te voir tout ça, mais là, je suis en colère et je suis en retard pour aller au boulot. Et donc, moi, dans ma communication, je continue à lui dire, écoute, là, en fin de compte, moi aussi, je suis content d'avoir une communication avec toi, mais tu t'es affalé devant ta voiture et c'est fini. Ouais, mais non, enfin voilà. Et il m'expliquait justement qu'il y avait sa grande-tante, il entendait sa grande-tante l'appeler. Il dit, oui, mais j'ai pas le temps d'aller la voir, je l'entends bien. Et il a fallu aller le guider, en fait. Voilà. Mais donc, il était resté un peu sur sa dernière situation avant de s'affaler. Alors, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que souvent les gens disent, oui, mais alors peut-être que moi j'ai un proche qui reste bloqué comme ça. Et si même c'est vrai, et que ça fait 10 ans qu'il est décédé, et qu'un médium connecte, et qu'il est toujours dans cette situation-là, pour la personne de l'autre côté, 10 ans, c'est rien. Enfin, je veux dire, le temps est complètement différent. Donc, il ne faut pas non plus se dire, ça se trouve... mais c'était assez rigolo, j'aime bien, parce que
d'avoir une communication comme ça avec lui. Et c'est quelqu'un d'autre m'a dit, ouais, essaye de communiquer un peu avec lui, je ne sais pas, je sens un problème. Donc, Vous êtes une espèce de passeur d'âme. oui, enfin voilà. Après, mettre des mots sur les choses, c'est un peu compliqué. Ou, voilà, après, on va bloquer. Mais oui, effectivement, on est amené à faire de temps en temps des choses comme ça. Ou je fais du magnétisme et j'ai des fois des perceptions médium. C'est comme ça que, voilà, mais je ne me prends pas pour un médium. Mais simplement, quand j'ai des perceptions médium, c'est que c'est vraiment important. C'est que la personne qu'elle a en soin, elle ne vient pas forcément pour ça, mais le message est important. Et bien souvent, c'est très pertinent, et c'est pas pour dire coucou, ça va, je vais bien, et tout ça. C'est vraiment sur des choses. C'est pour ça qu'à un moment donné, je m'identifiais comme un médium thérapeutique. Parce que j'ai des connexions médium uniquement quand c'est nécessaire. Et que des fois, c'est pas forcément en soin, mais ça peut arriver n'importe où. Mais c'est des choses. Voilà. Alors donc c'est assez rigolo. Je passe pas ma vie non plus avec ça. C'est comme il disait, il faut savoir aussi rester un petit peu sur terre. Mais c'est juste pour expliquer voilà cette situation-là. Mais ce don, on va dire ce don entre guillemets que vous avez, en fait, ce j'aime pas le mot don non plus. Mais non, mais je ne trouve pas d'autre mot. Moi, j'aime pas les mots de toute façon. Oui. Vous le ressentiez déjà avant votre expérience? Alors, avant mon expérience, j'étais identifié comme quelqu'un de sensible. Voilà. Un peu benet même, trop sensible. Et derrière mon expérience, j'ai compris un petit peu mon côté benet, c'est que je ressentais déjà beaucoup les choses, beaucoup les gens, mais par leur énergie, et voilà. Donc, quelque part, je suis mieux aujourd'hui parce que je sais mettre des mots sur ce que je ressens. Et puis après, j'aime pas le mot don parce que j'ai envie de vous dire qu'on est tous capables de le faire. Dites-moi un autre. Hein, et c'est simplement une sensibilité, voilà, où être réveillé à ça. Ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être. Voilà. Maintenant, tout le monde avec du travail arrive à faire de la peinture, de la musique. La médiumnité, j'imagine aussi très bien. Voilà, c'est juste un travail à faire. Et il y a des personnes qui vont avoir un peu plus de facilité à ça. Moi, savoir que ça m'est tombé dessus, j'étais absolument pas intéressé par tout ça. C'était même très compliqué. Donc voilà, il a fallu aussi intégrer tout ce qui se passait. Ce qu'on a ressenti après, je savais mettre de temps en temps des mots dessus, mais c'est pas parce qu'on sait les identifier qu'ils sont bienvenus non plus. Enfin voilà, c'est pas non plus tout le temps facile, quoi. On dit qu'une personne qui s'est suicidée, il faut attendre un certain temps avant de pouvoir la contacter via un médium. Qu'est-ce qui se passe et combien de temps il faut attendre? Moi, de mon point de vue, non. Oui, pareil. Il n'y a pas de temps. Il y a et d'ailleurs, c'est ce que j'apprécie pas, c'est qu'on remet encore quelque chose de compliqué sur quelqu'un qui s'est suicidé. Moi, ce que j'aimerais faire passer, c'est respectable, en fait. Enfin, voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre, parce que j'ai l'impression que, voilà, on va parler du... Alors déjà, on a des problèmes pour parler de la mort, la maladie, machin, tout ça, mais alors quand c'est des gens qui se sont suicidés, on a encore plus de mal à en parler. Et parce que, ben voilà, pourquoi? C'était moi le problème, ou est-ce que c'était l'entourage? Enfin, on va chercher toutes ces choses-là comme ça, alors que c'est une décision de quelqu'un. Voilà. Elle était juste ou pas, ça c'est son problème. Et après, comme on l'a expliqué, il y en a pour qui c'était très juste, c'était juste, d'autres, ben, c'était un peu trop tôt, ou c'était pas... J'ai eu d'ailleurs pour ça aussi plusieurs personnes, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, quelquefois on m'appelle et on me dit voilà, vous êtes la dernière personne que j'appelle, et puis après je m'en vais. Donc souvent, ben, je me garde un peu sur le côté, je prends 2 minutes quand même pour parler. On dit au revoir. Voilà, on doit au revoir correctement, mais ce que je fais surtout, c'est que les gens sont assez surpris. Moi, je dis, vous êtes en train de me dire que vous allez vous suicider, quoi. Oui, voilà, bon, ben, c'est ok, allez-y. Voilà, moi, c'est ce que je réponds. En fait. Mais tout le monde va dire, ah non, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Et après, j'amène la personne, en fait, à lui dire, est-ce que c'est vraiment votre décision? Ah ben, voilà. Alors, si c'est votre décision, faites-le, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est parce que votre femme vous a quitté, ou vous avez paumé votre boulot, vous n'allez pas pouvoir payer, réfléchissez, il y a peut-être quand même autre chose à faire que de faire ce truc-là. Et sur les
4-5 coups de téléphone que j'ai reçus là, depuis 5-6 ans. Les personnes sont là encore, donc je suis assez content de ça. Si, parce que du coup, s'ils sont là, c'est qu'ils devaient être encore là et ils vivent des choses plutôt sympathiques. Et comme moi, je me suis dit encore il n'y a pas si longtemps que ça, en 2009, j'ai fait une expérience de mort imminente. Ça fait 12 ans que je fais durable et je suis très content. Et comme je disais tout à l'heure, ça ne m'empêche pas de vous dire que je peux mourir demain, ça ne m'inquiète absolument pas. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Je ne sais pas si ça a la question, je ne me rappelle plus de la question. Mais, enfin, voilà, et je n'ai pas fait d'expérience de mort imminente, mais pour suivre ce que mon âme me dit, vous auriez des conseils Bien sûr. On va faire un exercice. À votre avis, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, là, est-ce que c'est intéressant et pertinent? Ben, ça me parle. Alors avant, ça me parle. Dans votre tête, il y a eu quoi? Il y a eu oui ou il y a eu non? Oui. Oui? D'accord. Ben maintenant, vous vivez comme ça. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on vous pose une question ou une situation qui se présente à vous. Est-ce que c'est bon pour moi? Oui. Alors je mets mon énergie dans le oui. Si c'est pas bon, je mets mon énergie dans le non. Là, ça fait le bordel, hein. Non. Ah ben non, justement, c'est beaucoup plus simple. Non, c'est plus simple que ça. De toute façon, c'est ça. On leur donne sous, ils n'en veulent pas. Hein. Mais quand tu te poses cette question, si c'est oui ou non, tu vas le voir tout de suite. Par exemple, si ça ne va pas, ton corps il va te le dire tout de suite. Parce que le corps il mange jamais. Exact. Il ne mange jamais. De ce que tu as répondu, j'ai compris que c'était oui. Parce qu'il y avait tout un tas de mots, je ne me rappelle plus, mais enfin voilà, ça voulait dire oui. Et il est là le danger en fait, c'est oui. Alors bon, je verbalise, mais après, le oui c'est comme un coup de fusil, hein. C'est oui, c'est non, c'est bang bang comme ça. Après, hop, ça remonte là-haut, dans la tête. Et là, bien souvent, c'est oui, mais. Ou non, mais. Et là, on est payé. Un autre exemple que je donne souvent, par exemple, tu me dis, tiens, j'ai plus envie d'aller travailler, mon travail m'insupporte, je prends même des médicaments pour supporter le travail que je fais. Ok, donc je vais dire, bah écoute, là, on est samedi, est-ce que lundi, tu as envie d'aller travailler? Tu vas me dire quoi? Non. D'accord? Et bien moi, je vais te dire, bah n'y va pas. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, ah oui, mais quoi? Tu n'as pas envie d'y aller, tu vas pas. Ah oui, mais donc ça monte dans la tête. Oui, mais je ne peux pas quitter mon boulot comme ça parce que j'ai des factures, j'ai des machins, j'ai des trucs, j'ai une boîte à caisse. Okay. Alors qu'est-ce que je vais te dire moi derrière? Bah ok, bah vas-y alors. Et bien souvent on me dit, bah, c'est complètement con ce que tu viens de me faire faire. Je viens de te dire, je ne veux pas y aller. Tu me dis, n'y va pas, mais je te dis oui, mais je ne sais pas quoi. Mais après, ben, je dis oui, mais là tu vas y aller, mais tu vas savoir pourquoi tu vas. Tu vas parce que justement, tu as tes factures, tu as tes machins, il n'y a pas encore un autre boulot. Et donc, comme j'y vais dans cette dynamique-là, c'est un peu plus léger déjà. Et je vais mettre mon énergie dans la direction du non, c'est-à-dire que j'y vais parce que pour l'instant, c'est comme ça, parce que je n'aime pas dire j'ai pas le choix, c'est comme ça, et je reste ouvert à tout ce qui peut t'amener à se passer. Et bien souvent, bah, dans ton boulot, comment dire, pourri comme ça, à la pause café, on va dire, tiens, en fait, t'as vu, il y a une boîte qui se monte en face, ils vont chercher, je sais pas, ah bah tiens, tu téléphones, et t'as le boulot, et tu dégages, et tu changes. C'est comme ça qu'il faut vivre. Et si tu écoutes le oui et le non dans ta tête, tu te tromperas jamais. Il ne faut jamais chercher non plus à justifier cette réponse, ni à toi, ni aux autres. Parce que bien souvent, si tu vas aider tous les gens tout le temps, chaque fois qu'on t'appelle t'aide, et puis ça fait non dans la tête des fois, tu dis ouais j'ai envie de... Mais tu vas parce que on te dit ben non, à chaque fois qu'on t'appelle, tu viens. Donc c'est toutes ces choses-là aussi qui sont pas... Je suis plus sur mon chemin. C'est exact. Hein. Ah oui, oui. C'est que vous dites. Après, moi, j'aurais placé plus ça au niveau du cœur, parce qu'en fait, mais c'est une façon de dire. Non, mais c'est la même chose, hein, c'est une façon de dire. C'est quelques centimètres en dessous. Mais en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu t'interroges. Tu dis c'est oui ou c'est non. Tu essayes le oui. Tu vois ce que ça fait dans le corps. Okay, tu essayes après le non, tu vois. À un moment donné, c'est clair, quand ça bouge, par exemple, tu te dis, ah, j'aimerais bien que ça soit oui, et ça bouge à l'intérieur, ça te secoue. C'est peut-être pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, généralement, oui. Et en général, quand tu te poses la question et que ça ne bouge pas et que c'est hyper tranquille à l'intérieur, c'est que c'est dans cette direction que tu dois aller. En vérité, c'est aussi simple que ça. Je vous le répète, le corps, en vérité, non, jamais. C'est le mental qui vous fait croire que éventuellement vous êtes en dualité, oui, non, non, oui, qu'on ne sait plus quoi choisir, qu'on hésite, on est dans le doute. Et le corps, il ne ment jamais. Donc, interrogez le corps.
dit, le libre arbitre, on a parlé de ça à un moment donné, il n'existe absolument pas. J'ai vu que tu avais tilté tout à l'heure, et je me disais, quand est-ce qu'il va intervenir là-dessus? Il n'est pas le seul. Il n'y a pas de pilote. Hier, je discutais avec Guénaël, il dit, il n'y a pas de pilote. De toute façon, c'est simple. J'ai encore posé plein de fois la question à beaucoup de gens qui me disaient « Ah si, il y a un libre arbitre et tout ça. » Ok, d'accord. Et je pense ce que j'ai envie de penser, j'ai les pensées que j'ai envie, et je leur dis à chaque fois, quelle est la prochaine pensée que tu vas avoir? Et là, je dis alors, et la personne elle reste bloquée, elle dit ah bah non, je lui dis tu vois, tu décides même pas de tes pensées. C'est quand même très drôle. Oui, parce qu'on parlait de plan de réincarnation, etc. Et tu dis toi-même, dans tous les satans, tout est possible. On peut se dire, ok, il y a un plan qui est défini pour une c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous disait tout à l'heure qu'à un moment donné, il est prévu un temps de vie, et puis qu'entre-temps, on peut le raccourcir parce qu'il y a un autre choix qui est intervenu. C'est comme tout est possible. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Mais c'est pas le personnage qui décide, c'est ça le truc. Le personnage, il le fait. En fait, les personnages que l'on joue au quotidien comme ça, ils sont adaptés en fait à un monde tangible. C'est un personnage, on peut le toucher, on peut le sentir, on peut le goûter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a des sons, donc c'est adapté à ce monde qui est manifesté. Okay, mais en vérité, dans l'absolu, ce personnage, il n'existe pas, puisque tout est, on va mal le dire, tout est pur esprit, tout est ce que vous voulez, d'accord? Donc ce personnage, il est simplement à l'attention de ce monde manifesté. Il n'existe que pour ici. Il n'existe que pour expérimenter des choses. Évidemment, en connexion avec sa partie plus absolue, qui est l'âme. Ok? Et ça, c'est le... Tu comprends? Tout est une question de... On va tout doucement penser à la fin. Voilà. Donc, Super. Moi, ça fait, on va arrêter. On avait prévu là, celle-là. Donc, ce que je vous propose, j'espère que ça vous a plu d'abord, que vous avez peut-être pu répondre à certaines questions, que ça vous a peut-être amené d'autres nouvelles questions. Ce que je vous propose pour ne pas terminer tranché, mais que tout doucement on puisse s'en aller gentiment, parce que demain on a aussi de nouveau une belle journée qui nous attend. Donc si vous voulez encore aller boire un dernier verre, ben voilà, mais pas trop s'éterniser. Voilà. Ce que je vais vous demander, c'est de respecter l'estat et de ne pas toucher, parce que ce n'est pas à vous. Et enfin, voilà, par respect pour les autres, j'aimerais bien que... Donc voilà, si vous êtes... Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup.